Chapitre 1. Le manoir de Grelec et le portrait au sourire de minuit. Le manoir de Grelec, vaste demeure perchée sur une colline douce du Surrey, semblait respirer une tranquillité si parfaite qu'elle en devenait presque théâtrale. Ses fenêtres hautes, semblables à des paupières attentives, surveillaient les jardins taillés avec une rigueur ancienne. Les murs de pierre grise, couverts par endroits de lierre sombre, portaient le poids d'au moins 3 siècles d'histoire. Pourtant, en cette fin d'après-midi de septembre, un étrange frémissement semblait courir d'une aile à l'autre, comme si la maison elle-même s'apprêtait à retenir son souffle. Le capitaine Arthur Hastings, invité depuis 3 jours par Lady Amalia Ravenscroft, observait la scène depuis la véranda, une tasse de thé fumant dans la main, le soleil déclinant accroché. Des reflets dorés aux vitres du salon, et un vent léger portait avec lui une odeur de feuilles humides. Hastings, qui s'était attendu à un séjour paisible dans la campagne anglaise, percevait pourtant quelque chose d'indéfinissable. Non pas une menace précise, plutôt un sentiment diffus, comme le pressentiment que le calme apparent n'était qu'un décor, un rideau trop soigneusement tiré sur une scène encore vide. Lady Amalia, une femme d'environ 50 ans, grande, élégante malgré une certaine austérité, s'approcha lentement de lui. Ses yeux gris-perle semblaient se poser sur chaque détail comme un oiseau de proie sur sa cible. Son maintien impeccable trahissait la noblesse ancienne aussi sûrement qu'une généalogie imprimée. « Capitaine Hastings, dit-elle d'une voix douce mais légèrement lasse, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé par le silence de Greylake Manor. Certains de mes invités ont tendance à trouver la campagne oppressante. » Hastings sourit poliment. « Pas le moins du monde, Lady Amalia. La tranquillité de ce lieu est plutôt bienfaisante. » Elle hocha lentement la tête, comme si elle savait qu'il mentait à moitié, ou qu'elle préférait ne pas s'y attarder. Puis son regard glissa vers l'intérieur, attiré malgré elle par quelque chose au fond du salon. Hastings la suivit du regard. Le portrait, toujours le portrait, accroché au-dessus de la cheminée monumentale. Le tableau représentait une jeune femme vêtue d'une robe ivoire, un collier de diamants scintillant délicatement à son cou, les mains posées avec une grâce étudiée. Mais ce n'était pas cela qui troubla Hastings lorsqu'il l'avait vue pour la première fois. Non, c'était son sourire. Un sourire fin, presque imperceptible, mais suffisamment ambigu pour susciter un léger malaise. Trop conscient de lui-même, songea-t-il. Trop présent, comme s'il suivait chacun des mouvements dans la pièce. Le tableau s'intitulait « Portrait de Lysandra Ravenscroft », la sœur cadette d'Amalia, décédée 30 années plus tôt, à 22 ans. « Elle vous trouble aussi, n'est-ce pas ?» murmura Lady Amalia, sans détourner les yeux du tableau. Hastings hésita. Je dois avouer, il y a dans son expression quelque chose de singulier. On pourrait presque croire qu'elle retient un secret. Amalia poussa un léger soupir. C'est exactement ce que disait William avant, enfin. Vous comprendrez bientôt. Elle s'interrompit. Ses doigts se crispèrent sur la porcelaine de sa tasse. Hastings allait répondre, mais elle reprit d'un ton soudain plus léger. Nous dînons à 8 heures. Je compte sur votre présence, bien entendu. Puis elle s'éloigna, comme fuyant sa propre confidence. Lorsque Hastings pénétra dans la salle à manger ce soir-là, plusieurs invités étaient déjà installés. Le long lustre de cristal diffusait une lumière chaude qui se reflétait sur l'argenterie et les verres délicatement alignés. Lady Amalia, assise en bout de table, accueillit chacun d'un sourire empreint de réserve. Il y avait là M. Cédric Lyle, un critique d'art réputé, au visage émacié et aux yeux trop vifs pour inspirer confiance. À ses côtés, Miss Eleanor Brand, une jeune gouvernante récemment engagée, dont la timidité semblait l'amener à disparaître dans sa propre chaise. Vint ensuite Sir Benedict Hartley, un ancien diplomate jovial, bien que son rire semblât forcé depuis le début du séjour. Et enfin, à la droite d'Amalia, la plus mystérieuse du lot, Vivienne Marlowe, artiste peintre connu pour ses paysages tourmentés et son caractère farouche. La conversation débuta sur le temps, glissant bientôt vers l'histoire du manoir,
Hastings, qui ne manquait pas de curiosité, chercha à en savoir davantage sur le fameux portrait. Ce fut Lyle qui répondit, sa voix hautaine tranchant avec le murmure des domestiques. Le portrait de Lysandra est l'œuvre la plus remarquable du peintre français Étienne Moreau. Peu connu de son vivant, certes, mais son talent psychologique était indéniable. Il captait l'âme ou ce qu'il en restait. Vivienne Marlot ricana doucement, captait surtout les ombres qu'il voulait y voir. Je n'ai jamais apprécié cette prétention à comprendre l'intime au travers d'un pinceau. C'est un portail vers l'illusion, rien de plus. Allons, Vivienne, protesta sir Bénédicte. Vous êtes artiste vous-même. Ne niez pas votre propre capacité à saisir l'essence des choses. Elle planta son regard dans le sien, un éclat presque violet dans ses yeux sombres. Je saisis ce que je veux. Moreau, lui, peignait ce qu'on lui cachait. Il aimait les secrets, et Lysandra Ravenscroft avait davantage de secrets que n'importe qui ici. Lady Amalia posa lentement sa fourchette, comme frappée par un souffle froid. « Vivienne !» commença-t-elle avec sévérité. Mais Vivienne fit un geste léger, une plume balayée par le vent. « Oh, Amalia, personne n'ignore que ta sœur n'avait rien d'un ange de porcelaine. Vous vous obstinez tous à préserver sa mémoire comme une relique sacrée, alors que... » Elle s'interrompit soudain, comme si elle avait trop parlé. Là, il se redressa, les yeux brillants. « Vous insinuez qu'il existe une vérité inavouée derrière sa mort ?» Un silence lourd s'abattit. On n'entendit plus que le tic-tac régulier de l'horloge au fond de la pièce. « Non, » dit Amalia d'une voix sèche. « Lysandra est morte d'une chute accidentelle sur les falaises de Grey Lake. Rien de plus. » Mais même Hastings perçut le tremblement à peine perceptible dans sa voix. Après le dîner, Hastings retira discrètement sa montre de son gilet. Il était presque 11 heures. Plusieurs invités s'étaient rendus au salon pour écouter Vivienne jouer du piano, tandis que Lyle préférait fouiller la bibliothèque du manoir, sous prétexte de recherche artistique. Amalia elle-même s'était éclipsée sous prétexte d'un mal de tête. Hastings se retrouva seul dans le grand hall. Le crépitement du feu se mêlait aux accords hésitants d'un prélude chopinesque. Attiré par une impulsion inexplicable, il se dirigea vers le salon vide attenant, celui où se trouvait le portrait. La pièce baignait dans une pénombre qu'accentuait la lueur du feu mourant. Les ombres dansaient doucement contre les murs, donnant à la silhouette peinte de Lysandra une aura presque vivante. Hastings s'approcha, le sourire. Encore ce sourire. Peut-être était-ce l'éclairage tremblotant, mais il eut l'impression que l'expression était plus prononcée qu'auparavant, moins mystérieuse, plus complice, comme si elle observait et approuvait quelque chose qu'il ignorait encore. Soudain, un faible bruit se fit entendre derrière lui. Hastings se retourna brusquement. « Il est troublant, n'est-ce pas ?» C'était Miss Eleanor Brand. Elle n'avait pas allumé la lampe, et sa silhouette menue paraissait presque transparente dans la pénombre. « Je ne vous avais pas entendu entrer, » dit Hastings en tentant de masquer son étonnement. Elle s'avança, ses mains serrées devant elle. « Je suis désolé. Je n'arrivais pas à dormir. Cette maison, elle a quelque chose d'étouffant. Comme si elle retenait des choses que personne ne veut dire à voix haute. » Hastings s'adoucit. Les vieilles demeures ont souvent cet effet sur les nouveaux arrivants. Elle secoua la tête. Non, ce n'est pas cela. C'est le portrait. Depuis 3 nuits, j'ai l'impression qu'il me regarde quand je passe. Et une fois, hier soir, j'aurais juré qu'il souriait un peu plus, comme maintenant. Hastings frissonna, malgré lui. Ce ne sont probablement que des jeux d'ombre. Mais Eleanor ne répondit pas. Elle fixait la toile, le visage blême. Puis elle murmura. « Capitaine Hastings, quelque chose de terrible va se produire dans cette maison. » Avant qu'il ne puisse répondre, un cri aigu déchira soudain le silence, un cri provenant de l'aile est du manoir. Eleanor porta les mains à sa bouche, paniquée. Hastings se précipita vers le couloir, le cœur battant, tandis que les notes du piano s'interrompaient dans un accord discordant. Le cri se répéta, puis un bruit sourd résonna, comme un corps heurtant le sol. Les portes s'ouvrirent, des silhouettes affolées surgirent de toutes parts. Et dans ce chaos,
Hastings sentit une certitude glaciale s'insinuer en lui. Quelque chose venait de commencer à Greylake Manor. Quelque chose de sombre. Quelque chose que seul un homme pourrait déchiffrer. Un homme aux moustaches impeccables, à l'esprit affûté comme une lame de rasoir. Hercule Poirot. Chapitre 2. L'homme sur le sol et l'appel à un certain Belge. Le couloir était plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par quelques appliques dont la lumière vacillante semblait hésiter à dévoiler ce qui se trouvait plus loin. Hastings, suivi de près par Sir Benedict Hartley et Vivienne Marlowe, courait presque, guidé par les échos lointains du cri strident qui venait de déchirer la tranquillité forcée du manoir. Le silence après un cri est souvent plus terrifiant que le cri lui-même, et celui-ci semblait maintenant s'étirer comme un souffle retenu. Les battements précipités de son cœur se mêlaient au rythme de ses pas sur le parquet ciré, lorsque soudain, une porte s'ouvrit brusquement devant lui. Cédric Lyle surgit, livide, une main agrippée au chambranle pour se soutenir. « Là, là-bas », balbutia-t-il en désignant l'extrait. Hastings n'attendit pas davantage, il atteignit la dernière porte, celle de la petite galerie de l'aile est. La poignée était froide comme du métal exposé à la nuit. Il entra d'un geste brusque. La première chose qu'il vit fut le corps. Un homme, âgé d'environ 60 ans, était étendu sur le sol, face contre terre, la tête tournée dans un angle étrange, presque incongru. Ses doigts crispés semblaient avoir cherché à saisir quelque chose avant la chute, ou avaient tenté de repousser une force invisible et implacable. Son corps immobile portait un costume sombre finement taillé, un gilet de laine et une montre à chaîne dont le bout métallique continuait de balancer légèrement, comme si elle avait été arrachée violemment ou si le mouvement du corps n'était pas encore totalement retombé. Lady Amalia Ravenscroft se tenait à quelques pas, les deux mains serrées contre sa poitrine, son visage d'une pâleur spectrale. « William !» souffla-t-elle dans un souffle étranglé. Hastings s'agenouilla. La voix de l'artiste tremblait, non pas de peur, mais de cette sorte de tension nerveuse propre aux gens habitués à observer le monde comme une scène dramatique. Sir Benedict, quant à lui, regardait le corps avec une solennité pesante. « Il ne respire plus, murmura-t-il. Qui est-il exactement? » Lady Amalia inspira avec difficulté, comme quelqu'un ramené brusquement à la conscience de l'instant. « William Ravenscroft, mon cousin. Il est arrivé ce matin même pour discuter de certaines affaires familiales. » Son regard se posa sur le corps, puis glissa vers un objet à terre, près de la main droite du défunt, un petit cadre renversé. Hastings le ramassa délicatement du bout des doigts. C'était une petite photographie ancienne, en noir et blanc, dont le verre s'était brisé dans la chute. Le visage qu'elle représentait fit courir un frisson dans son dos. Une jeune femme aux traits délicats, Lysandra Ravenscroft, le même sourire énigmatique que celui du portrait du salon. Hastings reposa l'objet avec soin. Son esprit tentait déjà de reconstituer les derniers instants du malheureux. Une chute? Une défaillance cardiaque? Ou quelque chose de plus sinistre? Comment cela a-t-il pu arriver? Demanda Miss Eleanor Brand, apparue dans l'encadrement de la porte. Ses yeux élargis reflétaient une terreur sincère. Hastings hocha la tête, aussi calmement que possible. « Nous allons le découvrir, Miss Brand. Mais pour l'instant, personne ne doit toucher à rien. » Il regarda autour de lui. La galerie était une pièce étroite, garnie de tableaux anciens représentant les ancêtres des Ravenscroft. Une fenêtre entr'ouverte laissait s'infiltrer un filet d'air nocturne froid. Une fenêtre entr'ouverte. Hastings s'approcha. Le battant oscillait légèrement, comme quelqu'un l'avait ouvert récemment, ou avait quitté la pièce en hâte. Sir Benedict s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Hastings, peut-être devrions-nous appeler quelqu'un ?» Hastings acquiesça. « Oui, je connais la personne la plus apte à traiter une situation comme celle-ci. Un expert. Quelqu'un dont la finesse d'esprit ne laisse rien au hasard. » Lady Amalia releva les yeux, encore enveloppée dans le brouillard de l'émotion. « Qui donc ?» Hastings marqua une pause dramatique malgré lui. « Hercule Poirot. »
Moins d'une heure plus tard, un vent frais faisait frémir les branches des arbres bordant l'allée principale. Hastings guettait au seuil du manoir, une lampe tempête à la main. Les autres invités avaient été priés de regagner leur chambre, tandis que le corps de William Ravenscroft avait été couvert et laissé dans la galerie, sous bonne garde. Enfin, un faisceau de lumière fendit l'obscurité du chemin. Un taxi s'arrêta devant l'entrée. La portière s'ouvrit lentement, révélant une silhouette qu'Hastings connaissait mieux que n'importe quel autre. De petits pas précis foulèrent les graviers soigneusement ratissés. « Mon ami !» s'exclama Hercule Poirot en descendant du véhicule. « Quelle affaire urgente vous a donc poussé à me faire quitter mon lit douillet à cette heure fort inconvenante ?» Le célèbre détective belge était impeccablement habillé, comme toujours. Son pardessus sombre contrastait avec la blancheur parfaite de sa cravate amidonnée. Sa moustache, soigneusement cirée, semblait briller, même dans la pénombre. « Poirot, merci d'être venu si vite, » répondit Hastings avec un mélange de soulagement et de respect. Poirot observa le manoir, puis le visage grave de son ami. « Je vois que quelque chose de sérieux vous préoccupe. Vous avez cette expression, comment dire, d'un soldat qui vient d'entendre un coup de feu dans la nuit. Il y a eu un décès, Poirot. Un homme. Peut-être un meurtre. » Les yeux du détective se plissèrent légèrement. « Eh bien, mon ami, vous avez bien fait de m'appeler. Allons voir cela. » Ils pénétrèrent ensemble dans la grande entrée. Poirot retira ses gants avec précision, observa les lieux, puis fixa Hastings. « Montrez-moi la scène, s'il vous plaît. » Hastings le mena jusqu'à la galerie. Poirot s'arrêta sur le seuil, balayant la pièce d'un regard méthodique. Puis, lentement, il s'avança vers le corps recouvert. Il souleva le drap, juste assez pour observer le visage du défunt. Une chute volontaire ? Non. Une apoplexie soudaine ? Peut-être. Mais non. Il y a ici quelque chose qui dérange l'harmonie des choses. Il examina ensuite la fenêtre entr'ouverte, les meubles, les tableaux. Puis, d'un geste délicat, il se pencha vers un détail que Hastings n'avait pas remarqué. Un fil ténu, accroché au cadre d'un tableau. « Ah !» fit Poirot, ses moustaches frémissant légèrement. « Voilà quelque chose d'intéressant. » Hastings s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il détacha le fil avec précaution, l'examina à la lumière. Un cheveu, long, très fin, blond, et pas celui du défunt. Il se releva lentement. « Mon ami, dit-il doucement, ceci n'est pas un accident. C'est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, soigneusement orchestré. » Il tourna les yeux vers la porte. « Rassemblez les invités. Hastings, je veux les voir. Tous. » Hastings acquiesça. Poirot resta seul un moment, silencieux. Puis, se tournant vers le tableau de Lysandra Ravenscroft, qui dominait la galerie, il murmura. « Mademoiselle, vous souriez, encore. Peut-être avez-vous vu quelque chose. » Lorsque tous les invités se retrouvèrent dans le grand salon, la tension était presque palpable. Les regards s'évitaient, les mains se joignaient nerveusement, et le tic-tac de l'horloge semblait compter le temps d'un suspense invisible. Poirot entra enfin, se positionna devant la cheminée, l'air calme mais concentré. « Mesdames et messieurs, dit-il avec douceur, il s'est passé ici quelque chose de très grave. Je vous demanderai de répondre avec la plus grande honnêteté aux questions que je vais poser. Car je vous le dis, un meurtre laisse toujours une trace. » Son regard passa lentement sur chaque visage, et jamais Hastings n'avait vu tant de secrets se dissimuler derrière des regards si soigneusement composés. Chapitre 3. Les premières failles. Interrogatoire sous tension. La grande horloge du salon égrenait les secondes d'un rythme lancinant, comme si chaque tic-tac découpait l'air froid de la pièce. Les invités, assis en demi-cercle, semblaient figés dans un état de nervosité presque palpable. Au centre, Hercule Poirot, le dos parfaitement droit, les mains jointes, comme s'il tenait un fragile oiseau entre ses doigts, observait chacun d'eux avec une attention méthodique qui aurait mis mal à l'aise un saint lui-même. Hastings, placé légèrement en retrait, notait les expressions, les inflexions, les silences. Il connaissait son ami. Chaque petit détail, même imperceptible, serait pesé, analysé
intégrés dans cette énigme naissante. Poirot prit la parole avec une douceur qui contrastait avec la gravité de la situation. Mes amis, je vous remercie d'être restés disponibles en pareille heure. Je vais poser quelques questions précises, simples, mais leurs réponses auront, je vous l'assure, une importance capitale. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un tour de table. Chacun me dira où il se trouvait au moment exact où le cri a retenti. Il fit un signe en direction de Cédric Lyle, qui se tenait légèrement affaissé, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque le fasse tomber de sa chaise. Monsieur Lyle, vous le premier. Lyle déglutit difficilement. Sa voix, habituellement tranchante et sûre, vacilla. J'étais dans la bibliothèque. Je faisais quelques recherches sur les peintres influencés par Moreau. Je vous l'avais dit avant le drame. Poirot hocha lentement la tête. Et vous n'avez rien entendu avant le cri? Rien du tout. La porte était fermée, les rideaux tirés, et j'étais concentré. Concentré sur un livre assez passionnant, je présume? Demanda Poirot avec un sourire qui n'était pas tout à fait un sourire. Lyle se tortilla, comme pris sous un projecteur invisible. Oui, tout à fait. Poirot passa ensuite à Sir Benedict Hartley. Le diplomate, toujours jovial d'ordinaire, semblait avoir perdu toute trace de bonne humeur. Ses mains tremblaient légèrement. Moi, j'étais dans le petit salon, avec Miss Marlowe. Elle jouait du piano. Un prélude, je crois. Chopin. Vivienne Marlowe ne dit rien, mais elle hocha légèrement la tête, confirmant l'information. Poirot se tourna vers elle. « Et vous n'avez rien entendu avant le cri, mademoiselle ?» Vivienne croisa les bras. Son regard violet brûlant, comme un fragment de nuit. « Non, rien. Mais j'ai vu Lady Amalia passer devant la porte environ 20 minutes avant le drame. Elle semblait nerveuse. Tous les yeux se tournèrent vers Amalia. La maîtresse des lieux, pâle comme un drap étendu au clair de lune, se redressa avec une lenteur cérémonielle. « Oui, je suis monté à l'étage. J'allais chercher un médicament. Mon mal de tête était insupportable. Je ne suis pas passé près de la galerie. » Poirot pencha légèrement la tête. « Non? Vraiment? Vous en êtes sûre, madame? »« Tout à fait sûre, » répondit-elle avec une détermination qui paraissait presque trop maîtrisée. Poirot ferma les yeux un instant, comme si un murmure secret lui était parvenu. Puis il se tourna vers Elénore Brand. La jeune gouvernante, fragile comme une branche fraîche, semblait prête à éclater en sanglots. J'étais dans le couloir, monsieur Poirot. Je me rendais dans ma chambre, mais le portrait de Lysandra, je crois que je me suis arrêté quelques instants pour le regarder. C'est là que j'ai entendu le cri. J'ai couru vers vous, capitaine Hastings. Hastings acquiesça. C'était exact. Poirot reprit d'une voix douce. Très bien. Je vous remercie tous. Maintenant, je souhaiterais examiner vos mains. Oui, mes amis, ne vous formalisez pas. C'est une pure formalité. Un murmure d'incompréhension parcourut l'assemblée, mais aucun n'osa refuser. Poirot s'approcha d'abord de Cédric Lyle. Il prit délicatement ses doigts entre les siens, observa les paumes. Des traces de poussière, très fines. Intéressant. Vous étiez réellement dans la bibliothèque, comme vous l'avez dit. Lyle soupira de soulagement. Poirot passa ensuite à Sir Benedict. Ses mains étaient propres, élégantes, mais Poirot fronça les sourcils en voyant une très légère égratignure sur l'index. Une blessure récente, Sir Hartley? Oh, cela? Je me suis coupé en refermant un tiroir cet après-midi. Rien de plus. Poirot ne répondit pas. Il nota mentalement. Il examina ensuite les mains de Vivienne. Elles étaient tachées par endroits de traces de graphite ou de fusain, comme celles d'un artiste ayant manipulé récemment un carnet à dessin. Puis venait Amalia. Ses mains tremblaient légèrement, mais elles étaient propres. Poirot les observa longuement, trop longuement peut-être. Enfin, Elénore Brand, en prenant ses mains dans les siennes, Poirot eut un très léger mouvement de recul. Ses doigts étaient glacés, presque bleus, comme si elle avait été exposée longtemps au froid. « Miss Brand, dit Poirot en relevant le menton, aviez-vous ouvert une fenêtre ce soir ?» Elénore secoua la tête. « Non, je vous le jure. » Mais, sur sa manche, Poirot avait déjà remarqué un détail, un minuscule fragment, presque invisible, coincé dans le tissu. Un grain de peinture craquelé. ... De la peinture appartenant très probablement au cadre ancien de la galerie.
Poirot ne dit rien. Pas encore. Une fois le tour terminé, il se recula d'un pas, croisa les mains derrière son dos et déclara : « Mes amis, un meurtre est comme un tableau. Au premier coup d'œil, l'ensemble paraît confus. Mais lorsque l'on observe les détails, ah, c'est là que la vérité se révèle. » Il tourna lentement sur lui-même, observant une fois de plus chacun des suspects. William Ravenscroft n'est pas mort par accident. Cela, je peux déjà vous l'assurer. Et certains éléments, déjà, dans vos alibis, comment dire, ne s'accordent pas avec la symétrie naturelle des choses. Hastings retint son souffle. Poirot poursuivit. Mais je ne suis pas encore prêt à vous révéler ce qui, pour moi, commence déjà à se dessiner. Il me manque un élément, une pièce importante, et je crois savoir où la trouver. Il se tourna vers Lady Amalia. Madame, j'aimerais visiter le bureau où William s'est rendu cet après-midi. Vous m'avez dit qu'il était venu pour une affaire familiale. Je dois comprendre de quelle affaire il s'agissait. Amalia blêmit, puis hocha la tête avec résignation. C'est au 3e étage. La petite salle d'études. Je vous y conduirai. Poirot acquiesça avec un air grave. Mais au moment où Amalia se leva, un bruit léger retentit dans la pièce. Un claquement d'air, un glissement. Un petit objet venait de tomber du manteau de la cheminée. Hastings s'approcha. Il s'agissait d'une broche, ornée d'un motif délicat représentant une fleur stylisée. Poirot la ramassa, ses moustaches frémissant. Voilà quelque chose de très intéressant. Il se tourna vers les invités. Mes amis, qui parmi vous a perdu une broche ce soir ? Un silence total lui répondit. Puis lentement, Vivienne Marlowe se leva. Ses yeux étaient sombres comme un ciel d'orage. Ce n'est pas à moi, dit-elle, d'une voix étrangement calme. Mais je sais à qui elle appartenait. Elle désigna du doigt le portrait de Lysandra Ravenscroft. Cette broche, c'était la sienne. Un frisson parcourut la pièce. Poirot se redressa, les yeux brillants d'une lucidité inquiétante. Voilà qui devient extrêmement intéressant. Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, un bruit sourd se fit entendre à l'étage. Un pas précipité, un fracas, puis la voix d'un domestique, affolé. « Monsieur Poirot, venez vite. Il y a eu un autre incident. Un deuxième incident. » Hastings pâlit. Poirot, lui, redressa les épaules comme s'il entrait pleinement dans le théâtre du mystère. « Allons-y, mon ami. » La nuit n'était pas terminée, et les secrets de Greylake Manor, eux aussi, commençaient seulement à parler. Chapitre 4. L'étude du 3e étage et le carnet interdit. Le bruit avait résonné dans le manoir comme une détonation étouffée, un fracas, suivi d'un cri étranglé. Aussitôt absorbé par l'architecture massive de Greylake Manor, Poirot traversa le couloir d'un pas rapide, mais parfaitement mesuré, sa silhouette compacte tranchant nettement avec les ombres fluctuantes qui dansaient au mur. Hastings le suivait, le souffle court, tandis que Lady Amalia, pâle et tremblante, tentait de garder l'allure digne que son rang exigeait. Le domestique, Thomas, les attendait au pied de l'escalier principal, les mains crispées sur son tablier noir. « Monsieur Poirot, bégaya-t-il, c'est dans la petite galerie du 2e étage. Un vase est tombé, mais je jurerais que personne n'était là. Personne n'est monté. » Poirot leva une main calme pour l'interrompre. « Mon cher, dans une maison pleine de secrets, les objets tombent rarement tout seuls. Montrez-nous. » Thomas hocha la tête, essuyant la sueur froide de son front, puis monta les marches 4 à 4. Lorsque la petite troupe le rejoignit, ils découvrirent le vase en porcelaine, ancien, fragile, probablement d'origine chinoise, brisé en une poignée d'éclats scintillants. La galerie, étroite, donnait sur une fenêtre ronde qui laissait filtrer un mince filet de lune. Poirot se pencha sur les débris. « Hastings, voyez-vous quelque chose ?» Hastings secoua la tête. Rien d'autre que les morceaux. Peut-être le vase était-il simplement mal posé. « Ah, non, mon ami. Rien n'arrive simplement dans une maison où un homme est mort dans des circonstances suspectes. Regardez, ici. Vous voyez ?» Il désigna un espace vide sur la table, un carré beaucoup moins poussiéreux. Quelque chose avait été déplacé récemment. Un objet manquant, murmura Poirot, et déplacé avant la chute du vase, je pense.
peut-être quelques minutes seulement. Et je dirais même que quelqu'un a voulu faire diversion. Une distraction bien commode, non? Quoi que cela signifie, Poirot ne l'expliqua pas davantage. Il se releva et fit un signe de tête à Lady Amalia. « Maintenant, madame, conduisez-moi à l'étude où se trouvait votre cousin William cet après-midi. » Le 3e étage était rarement utilisé selon Amalia. On y trouvait quelques chambres d'invités d'un autre temps, des malles anciennes et une petite pièce qui avait autrefois servi de bureau pour les ancêtres qui préféraient travailler loin du bruit des salons. La porte de ce bureau était en bois foncé, décorée d'un motif floral gravé. Amalia l'ouvrit d'une main tremblante. La pièce était d'une sobriété presque austère. Une petite lampe à abat-jour vert éclairait un bureau de chêne massif. Une bibliothèque montée jusqu'au plafond contenait des registres, des dossiers familiaux et une série de livres reliés en cuir. Une unique chaise, une horloge au tic-tac sourd et une fenêtre en ogive qui donnait sur le parc. Poirot resta silencieux quelques instants, absorbant chaque détail. Puis il avança lentement vers le bureau. « Voilà, cela est intéressant », murmura-t-il presque pour lui-même. Sur le bureau se trouvait une enveloppe ouverte. Aucune lettre à l'intérieur. Amalia porta une main à sa bouche. Elle y était. William avait apporté une lettre. Il voulait me parler de quelque chose concernant Lysandra. Je n'ai pas voulu écouter. Pas vraiment. J'ai eu peur qu'il remue le passé. Poirot hocha lentement la tête. « Madame, où est cette lettre maintenant ?» Amalia serra les bras contre elle. « Je n'en sais rien. Après le thé de cet après-midi, William est monté ici seul. Je ne l'ai plus revu avant que... » Sa voix se brisa. Poirot demeura stoïque, puis tendit le bras vers le tiroir principal du bureau. « Avec votre permission, madame ?» Elle acquiesça faiblement. Poirot ouvrit le tiroir. Hastings sentit une tension presque électrique se propager dans la pièce. Car à l'intérieur du tiroir se trouvait un petit carnet à la couverture de cuir brun, attaché par une fine lanière. Aucun titre, aucun nom. Les pages débordaient légèrement, comme si elles avaient été manipulées à de nombreuses reprises. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hastings. Poirot leva le carnet comme on soulève une pièce à conviction sacrée. « Ceci, mon cher ami, est un journal, et je crois savoir de qui. » Il tournait déjà les premières pages. L'écriture était soignée, inclinée, féminine. Hastings s'approcha, puis eut un frisson. Ce n'était pas l'écriture de Lady Amalia. C'est la cellule d'Elénore. Ni celle d'une invitée récente. Non. C'était une écriture appartenant à une femme morte depuis 30 ans. Lysandra Ravenscroft. Amalia vacilla, et Hastings dut la soutenir. « Mais c'est impossible, » balbutia-t-elle. Le journal de Lysandra. Il avait disparu après sa mort. Nous avons fouillé partout. William l'a cherché pendant des années. Comment ? Poirot ferma doucement le carnet. Justement, madame. Voilà pourquoi votre cousin était ici. Voilà pourquoi il avait apporté cette lettre. Il avait retrouvé quelque chose ou quelqu'un lui avait remis ce carnet. Il posa le journal sur le bureau. Ce journal, mes amis, est une bombe émotionnelle et familiale. Et quelqu'un dans cette maison voulait s'assurer que son contenu ne serait jamais révélé. Hastings sentit un frisson lui parcourir l'échine. Poirot poursuivit, sa voix plus grave que jamais. « Je vous ferai remarquer qu'il manque des pages, arrachées, volées, récemment. » Il montra la tranche irrégulière. « Ce n'est pas une détérioration naturelle, c'est un acte volontaire. » Amalia s'effondra dans la chaise unique du bureau. « Lysandra, » murmura-t-elle, « que pouvais-tu donc cacher ?» Poirot, lui, s'était déjà dirigé vers la fenêtre. Il observa les traces sur le rebord. « Regardez, une fine poussière déplacée. Quelqu'un s'est appuyé ici. Peut-être pour observer la cour, peut-être pour surveiller quelqu'un qui entrait ou quelqu'un qui sortait. » Il passa ensuite ses doigts sur l'horloge. La pendule est arrêtée. Exactement à 17h42. Hastings ouvrit de grands yeux. « L'heure du crime ?» Poirot sourit légèrement. « Non, mon ami. L'heure à laquelle quelqu'un est venu ici, fouiller ce bureau et retirer la lettre de l'enveloppe. » Hastings se tourna vers Amalia. « Étiez-vous ici à cette heure ?»
Elle secoua la tête, apeurée. Non, je pense être monté prendre mon médicament autour de 6 heures. Avant cela, j'étais avec Vivienne, me semble-t-il. Elle peignait dans le jardin d'hiver. Ah oui, ajouta Hastings. Sir Benedict la rejoignait aussi vers 5 heures. Je me souviens avoir entendu leur conversation. Poirot hocha pensivement la tête. Très bien. Nous avons donc un intervalle de temps précis. Quelqu'un est venu ici à 17h42. Et cet acte est lié au meurtre de William. Il referma doucement le carnet. Et maintenant, il me faut comprendre ce que Lysandra savait. Et ce que quelqu'un avait si peur qu'elle ait écrit. Poirot posa le carnet dans sa poche intérieure. Ce journal, je le lirai seul, car un secret brisé peut détruire autant qu'un meurtre. Puis il se tourna vers Amalia. Madame, une dernière question. Qui dans cette maison connaissait l'existence de ce bureau? Qui savait que William s'y rendrait? Amalia hésita. Eh bien, tout le monde ici sait que le 3e étage existe. Mais seuls les membres de la famille savaient que cette pièce servait autrefois au travail de mon père. Et encore, je n'en ai parlé que brièvement à Cédric Lyle cet après-midi, lorsqu'il m'a demandé où étaient conservés les vieux registres familiaux. Poirot ne montra aucune expression. Ah, intéressant. Ils redescendirent ensuite vers le grand salon. Les invités, rassemblés de nouveau, semblaient encore plus nerveux qu'auparavant. Les regards se croisaient, s'échappaient, revenaient en arrière, comme si chacun évaluait désormais la possibilité que quelqu'un ici, dans ce cercle fermé, soit un meurtrier. Poirot s'avance vers le centre. Mesdames, messieurs, le mystère commence à prendre forme, et les masques, bientôt, vont tomber. Mais avant cela, il pointa un doigt dans l'air. Il y a encore une question, essentielle, une question qui déterminera la suite de cette affaire. Tous retinrent leur souffle. Ce soir, à 17h42, qui se trouvait dans cette maison, sans que personne ne puisse l'attester formellement? Un silence de mort. Puis Vivienne Marlowe, les bras croisés, répondit avec une voix tranchante. Tout le monde, monsieur Poirot. Car dans ce manoir, personne n'est jamais vraiment seul. Le tic-tac de l'horloge sembla s'arrêter. Poirot sourit. Exactement, mademoiselle. Il regarda Hastings. Mon ami, demain matin, nous fouillerons l'aile ouest. C'est là que se trouve l'indice crucial. J'en suis presque sûr. Puis, doucement, presque à voix basse. Quelqu'un, cette nuit, cherchera à récupérer ce que j'ai trouvé. Cela, je peux vous le garantir. Son regard devint une lame. Et à partir de maintenant, les véritables ennemis de la vérité sont en mouvement. Chapitre 5. Le faux coupable. La nuit avait étendu sur Greylake Manor un voile dense et impénétrable. Le manoir, d'ordinaire si fier, semblait se recroqueviller sous l'emprise du brouillard montant. À travers les couloirs silencieux, un murmure d'inquiétude semblait glisser le long des boiseries. Quelqu'un, ici, savait plus qu'il ne le disait. Et quelqu'un, certainement, redoutait ce que Poirot avait découvert. Au petit matin, le détective belge était déjà debout, impeccablement vêtu, moustache lissée avec une précision presque militaire. Hastings, lui, descendit quelques minutes plus tard, encore légèrement endormi. « Poirot, vous êtes déjà prêt? Nous devions fouiller l'aile ouest après le petit déjeuner, non ?» Poirot prit une inspiration de satisfaction. « Mon ami, quand un meurtrier agit dans l'ombre, Hercule Poirot agit dans la lumière, mais avant tout le monde. » Il se dirigea vers la grande table du petit déjeuner, où Lady Amalia avait pris place, les traits tirés, mais tentant de préserver une certaine dignité. Vivienne Marlowe arriva à son tour, un carnet de croquis sous le bras, suivi de Sir Benedict Ravenscroft, qui affichait une humeur singulièrement sèche. Cédric Lyle entra plus tardivement, bâillant, les cheveux en bataille. Son attitude contrastait vivement avec celle des autres. Il semblait presque détendu. Poirot prit place. « Mes amis, j'aimerais vous poser une question simple. Pourriez-vous tous me dire où vous vous trouviez hier à 17h42 ?» Un silence suivit, lourd et épais. Sir Benedict fut le premier à répondre. « J'étais dans la serre, monsieur Poirot. »
Avec Vivienne. N'est-ce pas? Vivienne hocha la tête. Oui, je peignais. Bénédicte m'a rejoint peu avant 5 heures. Et il est resté jusqu'à ce que je commence à ranger mes affaires. Je crois que je n'ai quitté la serre qu'à 18 heures passées. Poirot sembla approuver d'un léger signe de tête, puis se tourna vers Cédric Lyle. Et vous? Cédric sourit, un peu trop légèrement. Moi? Dans ma chambre, je crois. Je m'étais assoupi, j'en suis sûr. J'ai l'habitude de faire une petite sieste en fin d'après-midi. Poirot ne le quitta pas des yeux. Vraiment? Une sieste? Oui, une sieste. Pourquoi pas? Et quelqu'un peut en attester? Cédric hésita un dixième de seconde. Un dixième, mais suffisant pour que Poirot le remarque. Eh bien non. Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas que... Poirot ne répondit pas. Il se tourna plutôt vers Eleanor Marsh, que Hastings n'avait pas remarqué entrer. Point. Mademoiselle Marsh? Elle se troubla légèrement. J'étais dans la bibliothèque à lire. Personne ne m'y a vu. Mais vous pouvez vérifier les piles de livres. Je lis beaucoup. Cela se voit, mademoiselle, répondit Poirot sans sourire. Mais cela ne constitue pas un alibi. Il nota quelque chose dans son carnet. Puis, il se leva. Messieurs, dames, je vous remercie. Maintenant, je souhaiterais visiter l'aile ouest. L'aile ouest du manoir était plus froide, plus sombre. Les longs couloirs couverts de tapisseries anciennes dégageaient une odeur de poussière et de passé oublié. Hastings frissonna. C'est sinistre, Poirot. Je me demande bien ce que vous espérez trouver ici. La vérité, mon ami. Toujours la vérité. Poirot observait chaque porte, chaque marche, comme s'il cherchait à capter un souffle, un écho, une trace. Puis il s'arrêta soudain devant une petite chambre qui semblait abandonnée. Voilà, c'est ici. Hastings sursauta. Ici? Pourquoi ici? Parce que, Hastings, cette pièce possède une particularité que peu de personnes connaissent et que j'ai appris grâce à un document que j'ai consulté dans la nuit. Il ouvrit la porte. L'odeur d'humidité s'échappa comme un soupir. La pièce était vide, sauf un vieux lit, une chaise branlante et une commode dont les tiroirs semblaient avoir été fouillés récemment. Poirot traversa la pièce avec lenteur, puis posa une main sur le mur du fond. « Ici, vous sentez ? » Je ne sens rien, Poirot. Poirot pressa le mur. Un léger clic résonna. Et une pente secrète s'entrebâilla. Hastings en resta bouche bée. Une pièce cachée. Mon Dieu, Poirot. Poirot entra sans hésiter. Hastings le suivit. La pièce était minuscule, étouffante, éclairée seulement par une ouverture minuscule, donnant sur un conduit. Il n'y avait qu'une table et une chaise, ainsi qu'une pile de vieux journaux. Mais surtout, une boîte en métal ouverte. Et à l'intérieur, Hastings sentit l'excitation grimper. Une liasse de lettres. Poirot en prit une. Son visage ne changea pas. Voyons voir. Il lut quelques lignes puis referma brusquement la lettre. Hastings, ceci change tout. Qu'est-ce que c'est? Poirot lui montra une signature au bas de la page. L.R. Hastings eut un choc. Lysandra Ravenscroft. Oui, des lettres écrites peu de temps avant sa mort. Et voyez, la date, une semaine avant le drame. Hastings lut les premiers mots. Je ne peux plus vivre dans ce manoir. Quelqu'un me menace. Je crains pour ma vie. Si quelque chose m'arrive, cherchez la vérité dans mon journal. Hastings avala difficilement sa salive. Poirot. Cela signifie que Lysandra n'est pas morte par accident. Quelqu'un là ne devançait jamais les faits, Hastings. Jamais. Poirot rangea les lettres dans sa poche. Mais cela signifie surtout une chose essentielle. Quelqu'un, dans cette maison, avait tout intérêt à faire disparaître ces lettres. Et cette personne savait que j'allais les trouver. Hastings pâlit. Vous pensez qu'il y a un suspect évident? Poirot sourit. En effet, et ce suspect, Hastings, est trop évident. Ils retournèrent au salon, où les invités attendaient anxieux. Poirot prit la parole immédiatement. Mes amis, j'ai découvert une pièce secrète. J'y ai trouvé des lettres capitales écrites par Lysandra Ravenscroft. Et j'ai découvert que quelqu'un dans ce manoir s'est rendu dans cette pièce récemment. Un frémissement parcourut la salle. Poirot se tourna brusquement vers Cédric Lyle. « Monsieur Lyle, vous sembliez bien connaître l'histoire du manoir hier soir.
Vous disiez à Lady Amalia que vous vous intéressiez aux registres anciens. Vous aviez donc tout à fait. Poirot sourit. En effet. Et ce suspect, Hastings, est trop évident. Ils retournèrent au salon, où les invités attendaient, anxieux. Poirot prit la parole immédiatement. Mes amis, j'ai découvert une pièce secrète. J'y ai trouvé des lettres capitales écrites par Lysandra Ravenscroft. Et j'ai découvert que quelqu'un dans ce manoir s'est rendu dans cette pièce récemment. Un frémissement parcourut la salle. Poirot se tourna brusquement vers Cédric Lyle. « Monsieur Lyle, vous sembliez bien connaître l'histoire du manoir hier soir. Vous disiez à Lady Amalia que vous vous intéressiez aux registres anciens. Vous aviez donc tout à fait l'occasion de vous aventurer dans l'aile ouest. Et surtout, vous êtes la seule personne ici sans alibi hier à 17h42. Cédric blêmit. Mais c'est absurde. Je n'ai rien fait. J'ai bien fait une sieste. Non, monsieur, vous mentez. Vous n'avez pas dormi. Car j'ai examiné votre lit avant le breakfast. Il n'avait pas été défait. Votre sieste n'a jamais eu lieu. Un murmure d'indignation s'éleva. Cédric protesta avec rage. Vous n'avez aucune preuve. Cela ne fait pas de moi un meurtrier. Poirot, lève la main. Permettez-moi de finir. Je vous accuse seulement d'être entré dans cette pièce secrète pour y prendre quelque chose que vous pensiez compromettant. Pas d'avoir tué William. Le silence tomba. Cédric écarquilla les yeux. Mais, moi, non, je proteste. Je ne savais même pas qu'une pièce secrète existait. Je suis innocent. Poirot s'inclina très légèrement. Justement, vous êtes innocent. De cela, j'en suis convaincu. Cette déclaration laissa tout le monde bouche bée. Hastings lui-même chancela. Poirot conclut d'un ton grave. Le coupable, mes amis, est beaucoup plus habile. Et surtout, la contradiction capitale que j'ai découverte ce matin prouve que le meurtrier a agi non par impulsion, mais par nécessité. Il rangea son carnet. Et la nécessité, dans les affaires de meurtre, est toujours la plus dangereuse des motivations. Il fixa chacun des invités, un à un, avant de murmurer. L'heure va venir où le meurtrier ne pourra plus mentir. Chapitre 6. Le geste infime. L'aube se glissait à peine entre les rideaux lourds de Greylake Manor lorsque Poirot quitta sa chambre. Il était encore tôt, mais déjà les couloirs bruissaient d'un malaise étouffé. Les invités, jadis courtois et élégants, se déplaçaient désormais comme des ombres, surveillant leurs propres pas. Hastings, échevelé et l'air encore assoupi, rejoignit Poirot à l'entrée du salon. « Je vous admire, Poirot. Comment faites-vous pour avoir l'air aussi frais, alors que ce manoir semble absorber toute forme de repos ?» Poirot lissa sa moustache, impeccablement brillante. « Les vérités, mon ami, ne dorment jamais. Et les mensonges, eux, s'éveillent à l'aube. » Hastings sourit sans comprendre tout à fait. « Où allons-nous ?»« Au jardin d'hiver. Un geste infime, hier soir, m'a parlé. Je souhaite le vérifier. » Le jardin d'hiver était baigné d'une lumière douce. Les vitres, hautes comme des arcs d'église, laissaient entrer la clarté pâle d'un matin de brouillard. Les plantes, soigneusement entretenues, sentaient l'humidité et la terre fraîche. Hastings, échevelé et l'air encore assoupi, rejoignit Poirot à l'entrée du salon. « Je vous admire, Poirot. Comment faites-vous pour avoir l'air aussi frais alors que ce manoir semble absorber toute forme de repos ?» Poirot lissa sa moustache impeccablement brillante. « Les vérités, mon ami, ne dorment jamais. Et les mensonges, eux, s'éveillent à l'aube. » Hastings sourit, sans comprendre tout à fait. « Où allons-nous ? » « Au jardin d'hiver. Un geste infime, hier soir, m'a parlé. Je souhaite le vérifier. » Le jardin d'hiver était baigné d'une lumière douce. Les vitres, hautes comme des arcs d'église, laissaient entrer la clarté pâle d'un matin de brouillard. Les plantes, soigneusement entretenues, sentaient l'humidité et la terre fraîche. Vivienne Marlowe y était déjà. Elle esquissait des traits rapides sur un carnet, absorbée par son art. Lorsqu'elle aperçut Poirot, elle se raidit. « Encore vous, monsieur Poirot ? » « Et toujours, mademoiselle, répondit-il poliment. Votre présence matinale m'intrigue. Je dessine chaque matin. C'est une habitude, un besoin presque. L'art apaise l'esprit, voyez-vous ? Poirot avança.
observant le chevalet abandonné la veille. Une toile inachevée montrait un fragment de fenêtre, quelques feuilles et l'esquisse d'une silhouette indistincte. Vous peigniez cela hier, n'est-ce pas? Vivienne acquiesça. Oui, le jardin d'hiver est mon refuge. Pourquoi cette question? Poirot effleura la toile du bout du doigt. Parce qu'un détail ici est très intéressant. Il désigna un petit point brunâtre, près du bord inférieur de la toile. Une éclaboussure? Un incident, répondit Vivienne rapidement. J'ai dû renverser un peu de pigment. Poirot inclina légèrement la tête. Un incident, dites-vous? Il se pencha, observa l'endroit exact où la tache avait séché. Puis il ramassa discrètement un petit fragment de verre transparent, presque invisible, posé au pied du chevalet. Et ceci, mademoiselle, était-ce aussi un incident pictural? Vivienne pâlit. Je ne sais pas. Ce n'était pas ici hier. Si, je vous assure que si. Silence. Vivienne referma brusquement son carnet. Monsieur Poirot, êtes-vous en train de m'accuser de quelque chose? Poirot répondit calmement. Pas du tout, mademoiselle. Je constate simplement que ce fragment de verre provient d'un objet cassé hier, dans un tout autre lieu du manoir. Hastings sursauta. Le vase. Lorsque Vivienne fut partie, Poirot s'accroupit près du sol. Voyez-vous, Hastings, ce fragment se trouvait sous le chevalet. Il ne peut être venu ici que si quelqu'un ayant marché dans la galerie du 2e étage, là où le vase s'est brisé, s'est ensuite rendu ici. Ce n'est pas extraordinaire, Poirot. Tout le monde a pu passer par cette galerie. Ah, justement, non, car lorsque le vase est tombé, nous sommes montés immédiatement après. Et l'un d'entre nous, un seul, avait déjà les mains tachées d'un certain pigment brunâtre. Hastings fronça les sourcils, cherchant dans ses souvenirs. Poirot l'aida. Mademoiselle Marlowe, quand nous l'avons trouvée, elle était en train de nettoyer son pinceau. Et ce pigment brun est identique à celui de la petite tache sur sa toile. Hastings comprit d'un coup. Poirot, vous pensez donc que Vivienne était dans la galerie au moment où le vase est tombé? Je le pense, mon ami. Oui. Et je le pense avec certitude. Hastings ouvrit de grands yeux. Mais pourquoi mentir? Poirot, veuillez toucher ses moustaches. Parce que Hastings, ceux qui ne disent pas la vérité, cachent souvent une vérité plus grande encore. Ils quittèrent le jardin d'hiver. Poirot marchait d'un pas vif, comme guidé par une conviction intime. Ils passèrent devant la salle de musique, puis atteignirent la bibliothèque, où Éléonore Marsh feuilletait nerveusement un livre. Elle sursauta en les voyant. « Oh, monsieur Poirot, je ne vous attendais pas. » Poirot observa la jeune femme quelque. « Vous aimez beaucoup cette bibliothèque, n'est-ce pas? » « Oh oui, c'est l'endroit le plus calme du manoir. On peut y réfléchir sans être dérangé. » Poirot sourit. « C'est justement ce que je voulais vous demander, mademoiselle Marsh. Hier, lorsque vous étiez ici, avez-vous entendu quelque chose? Un son inhabituel? Des pas précipités? » Elle hésita. Longtemps. Puis, « Eh bien, j'ai entendu quelqu'un courir dans le couloir du 1er étage. Je n'y ai pas prêté attention, mais... Maintenant que vous posez la question, c'était plutôt violent. » Poirot remercia poliment et sortit. Dans le couloir, Hastings se tourna vers lui. « Cela vous confirme quelque chose? » Poirot hocha la tête. « Oui, quelqu'un a paniqué, hier. Quelqu'un qui a fait tomber le vase, puis s'est enfui. » « Vivienne ?» Poirot fronça légèrement les sourcils. « Peut-être. Mais rappelez-vous, Hastings, je ne crois jamais aux suspects trop évidents. » Alors quelqu'un a marché dans la galerie après avoir marché dans le jardin d'hiver, ou l'inverse? Poirot sourit. « Voilà, mon ami, vous commencez à suivre la danse délicate des petits indices. » Il rangea soigneusement le fragment. « Et maintenant, nous allons poser une question délicate. » Dans le salon, Cédric Lyle, Sir Benedict et Vivienne s'étaient réunis autour de Lady Amalia. L'atmosphère était glaciale, presque électrique. Poirot entra et prit la parole. « Mesdames et messieurs, il m'est apparu ce matin qu'un indice tout petit raconte une histoire. » Tous levèrent les yeux. Vivienne serra son carnet contre elle. Poirot poursuit d'un ton clair. « Quelqu'un hier se trouvait dans la galerie du 2e étage au moment où le vase est tombé. Et cette personne portait sur elle à la fois du pigment brun et de la terre humide. » Vivienne s'effondra dans le fauteuil.
Très bien, j'y étais, cria-t-elle soudain. Oui, j'étais là, j'ai fait tomber ce vase. Mais je n'ai rien à voir avec la mort de William. Un silence mortel suivit cet aveu. Poirot s'approcha d'elle. Alors pourquoi, mademoiselle, avoir menti? Vivienne tremblait, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Parce que je ne veux pas qu'on découvre ce que j'ai vu. Qu'avez-vous vu, mademoiselle? Vivienne inspira profondément. Les larmes perlèrent. J'ai vu quelqu'un sortir de l'étude du 3e étage hier, quelques minutes après que William y est entré. Et cette personne, je n'arrive pas à croire que ce soit possible. Poirot se pencha. Mademoiselle Marlowe, qui avez-vous vu? Vivienne pointa du doigt, lentement, d'un geste tremblant, et tout le salon retint son souffle. Chapitre 7. Mensonge dévoilé. Le salon semblait soudain s'être rétréci. Le souffle des invités, ordinairement maîtrisé, s'était transformé en une légère agitation, comme un courant d'air dans une pièce close. Hastings sentait son cœur battre avec violence. Poirot, lui, restait immobile, les mains croisées derrière le dos, les yeux fixés sur Vivienne Marlowe. Son expression n'avait rien perdu de sa froide maîtrise habituelle, mais ses moustaches frémissaient légèrement, trahissant un intérêt accru. Vivienne pointait maintenant du doigt l'extrémité du salon, ses doigts tremblants. Je l'ai vu sortir du bureau de William, hier, exactement à 17h42. C'était sœur Bénédicte. Le murmure parcourut la pièce comme une onde glacée. Lady Amalia porta une main à la bouche. Hastings se pencha en avant, incrédule. « Sœur Bénédicte » répéta Hastings, incrédule. « Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça ?» Poirot hocha lentement la tête, comme s'il avait attendu cette révélation depuis le début. « Ah, très bien. Voilà un élément capital, mes amis. Une contradiction, très fine, mais essentielle. Sœur Bénédicte, que faisiez-vous dans l'étude de William à ce moment précis? » Sœur Bénédicte, d'ordinaire si maître de lui-même, sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Il recula légèrement, cherchant dans l'air une échappatoire. « Je n'y étais pas, » protesta-t-il, la voix trahissant une nervosité inhabituelle. « C'est impossible. J'étais dans la serre avec Vivienne, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai, Vivienne ?» Vivienne secoua la tête. « Non, vous êtes sorti, vous étiez là. Je vous ai vu clairement. Vous avez essayé de ne pas être vu, mais je vous ai surpris. » Hastings ouvrit de grands yeux. « Parfaitement clair alors. C'est un mensonge, sœur Bénédicte, et un mensonge capital. » Sœur Bénédicte déglutit. Ses yeux glissèrent sur Poirot, qui continuait à l'observer, impassible. « Très bien, messieurs et mesdames, » intervint Poirot. « Laissons la panique de côté. Nous ne sommes pas ici pour accuser sans preuve. Nous sommes ici pour comprendre la logique derrière les gestes, derrière les omissions, derrière les mensonges. » Il se tourna vers Vivienne. « Mademoiselle Marlowe, merci pour votre franchise. Très courageux. Et maintenant, sœur Bénédicte, expliquez-vous. Pourquoi étiez-vous là ?» Sœur Bénédicte inspira profondément. « Je cherchais le journal. William, il avait retrouvé quelque chose qui pouvait ruiner la famille, et je voulais voir de quoi il s'agissait, avant tout le monde. » Le silence s'épaissit. Hastings sentit son souffle bloqué dans sa poitrine. Poirot se pencha légèrement, ses yeux brillant d'une lucidité glaciale. « Très intéressant. Donc, vous admettez avoir fouillé le bureau, mais vous niez toute implication dans la mort de William ?» Sœur Bénédicte acquiesça avec force. « Oui, absolument. Je voulais seulement voir, comprendre. Je n'ai rien touché d'autre. » Poirot hocha la tête lentement. « Ah, le geste d'un homme pressé, mais pas nécessairement celui d'un meurtrier. Cependant, un geste pressé laisse toujours des traces. Et ces traces, sœur Bénédicte, je les ai observées. » Hastings sentit la tension monter d'un cran. Poirot sortit un petit fragment du carnet où il avait noté les observations du matin. Ce fragment de verre, tombé dans le jardin d'hiver, était le résultat d'un geste maladroit, mais intentionnel. Et la personne qui l'a laissé avait de la peinture sur les doigts. Un pigment brun, exactement celui que nous avons trouvé chez Vivienne. Vous comprenez? Les gestes maladroits, les petits indices, tout parle, si on sait écouter. Sœur Bénédicte pâlit. « Vous pensez que Vivienne ?» Poirot l'arrêta.
Non, Vivienne n'est pas le meurtrier. Elle a seulement vu quelque chose qu'elle aurait dû ignorer. Ce n'est pas un crime de voir la vérité, n'est-ce pas? Hastings fronça les sourcils. Alors, Sir Benedict, il a fouillé le bureau, mais n'a pas tué William. Cela laisse... Poirot leva un doigt, le regard brillant. Cela laisse quelqu'un d'autre, le véritable meurtrier. Et ce meurtrier a utilisé la panique et les gestes maladroits de Vivienne, et la feinte comme diversion. Vivienne, tremblante, murmura. Mais, qui alors? Poirot fit quelques pas dans le salon, les mains croisées derrière le dos. Ses yeux balayèrent les visages des invités. L'un d'eux était devenu étrangement pâle, comme si une peur soudaine le figeait. Son souffle semblait se retenir, chaque geste devenu plus mesuré. Ses yeux, fuyants, n'échappaient pourtant pas au regard du détective. « Mes amis, dit Poirot, avec calme, la vérité est comme un rayon de lumière à travers les nuages. Vous pouvez la masquer, la déformer, la retarder, mais jamais vous ne pouvez l'empêcher d'éclairer ce qui est caché. » Il se tourna enfin vers Hastings, qui retenait son souffle. « Hastings, nous avons maintenant 2 pistes très claires. Un intrus dans le bureau à 17h42 et le geste infime laissé dans le jardin d'hiver. Si nous combinons ces 2 faits, nous obtenons une contrainte temporelle, un mobile et un accès au journal que William détenait. Et cette combinaison est extrêmement révélatrice. » Un silence pesant suivit. Chaque invité semblait retenir son souffle. Poirot sourit légèrement. « Le voile se lève, mes amis, le voile se lève. Mais le véritable mystère, le cœur de l'affaire, reste encore à découvrir. Et ce cœur se trouve là où personne ne l'attend. » Hastings observa Poirot, fasciné. « Alors, le meurtrier est là, sous nos yeux ?» Poirot hocha la tête lentement, presque imperceptiblement. « Oui, mon ami. Et nous sommes très proches de le découvrir. » Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Le salon de Greylake Manor avait perdu toute chaleur. Le petit matin, pourtant lumineux, semblait filtrer à travers les fenêtres comme une lumière d'acier. Hastings sentait ses mains moites, tandis que Poirot, impassible, avançait lentement au centre de la pièce. Chaque invité était figé dans une posture de retenue, Comme si le moindre mouvement pouvait déclencher un nouvel effondrement. Lady Amalia se tenait à l'écart, pâle et tremblante. Son regard vacillait entre les invités, mais surtout vers Sir Benedict. La tension de la pièce était palpable, presque suffocante. Poirot brisa le silence, sa voix douce mais incisive. « Mes amis, il est des vérités qui se cachent derrière la peur et des peurs qui ne peuvent plus être contenues. Parfois, la peur fait parler ceux qui ne voulaient rien dire. » Vivienne Marlowe, encore tremblante, s'était recroquevillée sur un fauteuil. Hastings sentit une pointe d'inquiétude. Le calme de Poirot annonçait un moment décisif. « Lady Amalia, » dit Poirot en la regardant fixement, « vous semblez porter un lourd fardeau. Une émotion contenue depuis hier soir. N'est-ce pas ?» Lady Amalia déglutit, sa gorge serrée. Elle porta une main à ses lèvres, hésitant. « Je ne voulais pas. C'est trop, » murmura-t-elle, la voix brisée. Poirot s'approcha, doucement, presque avec compassion. « Il n'y a pas de honte à parler, madame. La vérité est parfois la seule lumière dans la nuit. » Un tremblement secoua Amalia. Ses mains se crispèrent sur le bord de sa jupe. Puis soudain, elle éclata en sanglots, laissant tomber ses épaules, comme si un poids invisible venait de la libérer. « William, » murmura-t-elle. « William, il savait tout. Je ne pouvais pas, j'ai pas pu empêcher ce qui allait arriver. » Hastings sentit son cœur se serrer. Poirot, immobile, observait chaque mouvement, chaque inflexion de la voix. « Madame, que savait William ?» demanda Poirot calmement. Amalia leva des yeux rouges vers lui. Il avait trouvé le journal de Lysandra et les lettres, et il a découvert qu'il y avait un secret dans notre famille, un secret que nous pensions enterré, mais quelqu'un voulait le garder caché à tout prix. Et je crois que ce quelqu'un a voulu le tuer avant qu'il ne parle. Un frisson parcourut la pièce. Hastings se pencha en avant. « Analia, ce quelqu'un, vous savez qui c'est ?» Lady Amalia secoua la tête, pleurant silencieusement.
Je ne veux pas croire, mais c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un que William aurait le moins soupçonné. Poirot inclina la tête, les yeux fixés sur sœur Bénédicte. Mon ami, observa-t-il doucement mais fermement, la peur de Lady Amalia est justifiée. Ce secret, ce journal et ces lettres n'ont pas été découverts par hasard. Le geste de sœur Bénédicte, la présence de Vivienne dans la galerie, tout s'articule autour de cette vérité cachée. Sœur Bénédicte se raidit, ses mains tremblantes. Je n'ai rien fait de mal, protesta-t-il faiblement. Je n'ai touché que le bureau, je vous le jure. Poirot hocha la tête, le fixant avec insistance. Un geste impulsif pour protéger le nom de votre famille, oui. Mais ce n'est pas le geste qui a causé la mort de William. Non, cela, nous devons le chercher ailleurs. Hastings sentit une tension immense dans la pièce. Chaque invité retenait son souffle. Poirot s'approcha d'Amalia. « Madame, votre émotion, votre peur, vous a fait révéler un élément essentiel. La dynamique de cette famille est plus compliquée que ce que nous pensions. William savait qu'il y avait une lutte silencieuse pour le contrôle des secrets de cette maison. Et ces secrets étaient liés à une peur, une colère, une jalousie, et peut-être à une vengeance. » Amalia, encore tremblante, murmura. « Oui, il y a eu des querelles anciennes, des haines, des rancunes, des secrets que nous pensions enfouis. Et maintenant, ils sortent tous à la surface. » Poirot se redressa, croisant les mains derrière le dos, les yeux brillants. Très bien. Cette révélation émotionnelle était nécessaire. Elle éclaire un point fondamental. Le mobile. Tout crime a un mobile, Hastings. Et ici, le mobile est enraciné dans les émotions, dans les rivalités anciennes et dans la peur de la révélation. Hastings acquiesça. Il sentait que la véritable profondeur de l'affaire commençait à émerger. Poirot poursuivit, d'une voix calme et précise. « À présent, mes amis, nous savons ceci. Le meurtrier a agi pour empêcher une vérité de sortir. Il ou elle a observé, a manipulé, a profité de la panique de Vivienne et de la peur de Lady Amalia. Et surtout, il ou elle a pensé pouvoir échapper à l'observation de tous. » Poirot se tourna vers tous les invités, le regard scrutateur. « Mais personne ne peut échapper à la vérité. Personne. Et cette vérité sera bientôt révélée. » Le salon était silencieux. Les murmures s'étaient tus. Chaque visage portait la peur de ce qui allait suivre. Poirot, le regard pénétrant, conclut. « Hastings, préparez-vous. Nous sommes sur le point de poser un piège psychologique. Et lorsque le meurtrier craquera, tout sera clair. » Hastings sentit un mélange de crainte et d'excitation. Le tournant émotionnel était passé. Maintenant venait l'heure des confrontations. Chapitre 9. Le piège. Le soir était tombé sur Grey Lake Manor, enveloppant la demeure dans un silence lourd et presque oppressant. Les invités avaient été rassemblés dans le grand salon, où la lumière des lampes à abat-jour jetait des ombres mouvantes sur les boiseries anciennes. Poirot, comme toujours impeccable, se tenait debout au centre, son regard balayant chaque visage avec une précision implacable. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il d'une voix douce mais ferme, « la soirée d'aujourd'hui ne sera pas un simple repas. Elle sera un examen de conscience, de mémoire et de vérité. » Hastings, assis non loin, sentit le cœur lui battre plus vite. La tension dans la pièce était palpable. Chaque invité, maintenant conscient que le détective savait plus qu'il ne voulait, évitait le regard des autres. « Nous avons déjà établi plusieurs faits, » dit Poirot, marchant lentement autour de la pièce, les mains croisées derrière le dos. Il s'arrêta devant Lady Amalia. « Madame, vous avez révélé vos craintes concernant les secrets familiaux et les tensions latentes. » Puis il se tourna vers sœur Bénédicte. « Et vous, mon cher sœur Bénédicte, admettez avoir fouillé le bureau de William. Pourquoi ?» Sœur Bénédicte, visiblement mal à l'aise, chercha ses mots. « Pour protéger notre famille, William, il avait découvert quelque chose que nous pensions enterré. » Poirot hocha lentement la tête, sans interrompre, laissant la tension monter.
Exactement. Une motivation que nous comprenons tous maintenant. Mais, Hastings, murmura-t-il, chacun ici a peur de révéler sa part de vérité. Et c'est cette peur qui est la clé du piège. Il s'arrêta au centre de la pièce et fixa tous les invités. Je vous propose un jeu simple. Chaque personne, à tour de rôle, me racontera où elle se trouvait hier, entre 17h30 et 18h. Nous avons déjà établi certains alibis, mais nous allons vérifier la cohérence des souvenirs. Hastings observait avec fascination Poirot en action. Le détective savait exactement ce qu'il cherchait. Le moindre tremblement de voix, le moindre regard fuyant, le moindre mensonge. Vivienne fut la première. Elle expliqua calmement son emploi du temps dans le jardin d'hiver, avec une précision presque trop parfaite. Poirot l'écouta attentivement, puis hocha légèrement la tête. « Très bien, mademoiselle. Votre récit correspond à nos observations. » Sœur Bénédicte suivit, répétant ce qu'il avait déjà déclaré. La serre, la peinture, puis la peur de ce que William avait découvert. Poirot le laissa parler, notant chaque détail. « Et vous, Cédric ?» demanda-t-il enfin, le regard aigu posé sur le jeune homme. Cédric hésita. « J'étais dans ma chambre. Je me reposais. » Poirot fronça légèrement les sourcils. « Intéressant. Nous savons tous que votre lit n'a pas été défait. » « Très bien, continuons. » Hastings sentit la tension croître. Poirot s'arrêta soudain. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Mon ami, » dit-il en regardant sœur Bénédicte, « je vous rappelle quelque chose. Les lettres de Lysandra, les lettres que William possédait hier. Vous aviez la possibilité de les lire, n'est-ce pas ?» Sœur Bénédicte se raidit, incapable de détourner le regard. « Oui, mais je n'ai rien fait de mal. »« Très bien, murmura Poirot. « Mais souvenez-vous, nous ne cherchons pas la culpabilité ici. Nous cherchons la vérité. » W. Tous les invités retenaient leur souffle. Hastings sentit la tension atteindre son apogée. Poirot savait que le moment était proche. La moindre faille psychologique, la moindre panique suffirait à trahir le coupable. « Mes amis, » conclut Poirot, « il est maintenant temps de voir qui parmi nous ne peut plus supporter le poids du mensonge. Le piège est posé et la vérité sera bientôt révélée. » Un silence de plomb s'abattit sur le salon. Chacun comprit que le détective avait lancé sa manœuvre. Un simple regard, un mot, une insinuation, et tout pourrait basculer. Hastings, fasciné et inquiet, murmura. « Poirot, pensez-vous vraiment que quelqu'un va craquer ce soir ?»« Certainement, Hastings, » répondit Poirot avec un léger sourire. « La peur est une complice fidèle de la vérité. Et ce soir, elle parlera. » Chapitre 10. La révélation. Le grand salon de Greylake Manor était plongé dans un silence quasi religieux. Chaque invité retenait son souffle, les yeux fixés sur Hercule Poirot, qui se tenait droit, impeccable, les mains derrière le dos, un léger sourire énigmatique sur les lèvres. Hastings, assis dans un coin, sentait ses jambes trembler. Le moment qu'il attendait depuis plusieurs jours était enfin arrivé, le dénouement. Poirot fit quelques pas lents, ses yeux passant sur chaque visage avec une acuité presque douloureuse. « Mes amis, » commença-t-il, « nous avons parcouru un chemin sinueux, des indices subtils, des gestes infimes, des mensonges bien orchestrés. Mais tout cela n'était que le prélude à la vérité. » Il s'arrêta au centre de la pièce, croisant les bras. Tout a commencé avec le journal de Lysandra Ravenscroft. Un document précieux qui révélait des secrets anciens et dangereux. Ces secrets, si révélés publiquement, auraient détruit la réputation de certains membres de cette famille. Lady Amalia baissa les yeux, tremblante. Sœur Bénédicte semblait blême, les doigts crispés sur ses genoux. Vivienne Marlowe, pâle, serrait son carnet de croquis contre sa poitrine. Poirot continua, d'une voix douce mais implacable. Hier, William Ravenscroft avait enfin trouvé ce que personne n'avait pu découvrir avant lui. L'existence de lettres et d'un journal contenant la vérité sur Lysandra. Il savait qu'en révélant ces documents, il exposerait les motivations et les fautes de certains dans cette maison. Hastings sentit son cœur se serrer. Poirot marchait lentement, construisant chaque phrase avec un soin minutieux. Il est arrivé à l'étude du 3e étage à 17h40 afin de consulter le journal
et de relire les lettres. 2 minutes plus tard, quelqu'un est entré dans la pièce. Il se tourna vers Sir Benedict, le fixant intensément. « Sir Benedict, vous avez menti sur votre présence dans la serre. Vous étiez dans l'étude, vous vouliez lire ces lettres avant William. Vous saviez que ce qu'il possédait pouvait nuire à votre position et à votre réputation. » Sir Benedict pâlit. Ses lèvres tremblèrent. « Oui, mais je ne l'ai pas tué, » balbutia-t-il. « Je voulais seulement voir les lettres avant qu'il ne parle. » Poirot hocha la tête lentement. « Exact, vous avez manipulé les documents, causé une distraction, puis êtes parti rapidement. Mais vous n'avez pas touché à William. » Hastings ouvrit de grands yeux, alors qu'il a tué. Poirot s'arrêta, le silence dans le salon devenant presque insupportable. Il sourit légèrement. Le meurtrier, mes amis, n'est pas celui que nous aurions soupçonné en premier. Il se tourna vers Vivienne, qui tremblait toujours. « Mademoiselle Marlowe, vous avez été témoin d'un mouvement crucial. Vous avez vu quelqu'un sortir de l'étude à 17h42. Mais ce que vous n'aviez pas remarqué, c'est que le véritable coupable a profité de votre présence et de la panique qu'il a provoquée pour agir. » Tous les regards convergèrent vers Lady Amalia. Elle recula d'un pas, frémissante. Poirot fit un geste subtil, indiquant une chaise vide, dans un coin du salon. Le meurtrier, continua Poirot, a agi par nécessité et par peur. Une peur ancestrale, un secret de famille que William allait dévoiler. Cette personne a fait entrer William dans la galerie sous prétexte de discuter, puis l'a empoisonné. Hastings sentit ses mains se crispèrent. « Empoisonné » murmura-t-il. « Oui, un poison lent, dissimulé dans le thé que William a pris en descendant, après avoir consulté le journal. La rapidité du geste et la discrétion étaient essentielles. Mais, comme toujours, un indice trahit le criminel. Poirot s'avança vers le centre de la pièce et montra le fragment de verre retrouvé dans le jardin d'hiver. Ce petit morceau m'a mené à comprendre le geste du meurtrier. Le geste infime, la panique, le déplacement des objets. Tout a été orchestré pour créer un alibi et détourner l'attention. Lady Amalia éclata en sanglots. « Oh, c'était moi, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas voulu. Je voulais juste protéger la famille. Je n'ai jamais voulu qu'il meure. » Poirot hocha la tête doucement. Poirot sourit, l'air modeste mais triomphant. « Depuis que le vase est tombé, mon ami. Depuis que les gestes infimes et les indices subtils ont été observés, la vérité s'est progressivement révélée. La psychologie, Hastings. La psychologie est la clé de toute énigme humaine. » Hastings sentit un frisson de satisfaction et de soulagement. La vérité, complexe et douloureuse, venait enfin de se déployer devant eux. Poirot, maître de son art, avait encore une fois triomphé de l'ombre et du mensonge. Chapitre 11. La réflexion. Le calme était revenu à Greylake Manor, mais ce calme avait quelque chose de fragile, presque éthéré. Les invités, encore sous le choc de la révélation, se dispersaient dans les différents salons, certains murmurant entre eux, d'autres s'asseyant, hébétés, pour reprendre leur souffle. Hastings observait chaque mouvement avec fascination et un peu de fatigue. Ces dernières heures avaient été un tourbillon de tension, d'angoisse et de vérité dévoilée. Poirot, lui, restait au centre du grand salon, immobile, les mains croisées derrière le dos, contemplant les effets de son travail. Il n'avait pas besoin de mots pour peser le silence. Ses yeux, brillants de lucidité, parcouraient la pièce avec la minutie d'un horloger. « Hastings, » dit-il enfin d'une voix douce, mais qui portait loin. « La vérité, voyez-vous, est un objet fragile. Elle ne peut être manipulée qu'avec patience, observation et respect. La violence ou la précipitation est l'ennemi de la vérité. » Hastings hocha la tête, absorbant chaque mot. « Mais Poirot, comment savez-vous toujours où chercher? Comment percevez-vous ces détails que nous ignorons complètement ?» Poirot sourit légèrement, un sourire presque paternel. « Mon cher Hastings, ce n'est pas un don surnaturel. C'est l'art de l'observation, de la réflexion, et surtout, la compréhension de la nature humaine. Chaque être humain laisse des traces, dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses silences. Il suffit de les lire avec attention. » Point. Il fit quelques pas, s'approchant de la cheminée où le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés. William Ravenscroft, malgré sa mort tragique,
a révélé beaucoup de choses. La peur, la curiosité, l'ambition, le secret. Tous les ressorts de la psychologie humaine ont été exposés. Et c'est ainsi, Hastings, que chaque mystère devient une étude de l'âme. Hastings sourit avec un mélange de respect et de fatigue. Vous voulez dire que le meurtre n'était qu'une manifestation de l'âme humaine? Et que comprendre l'âme, c'est comprendre le crime? Poirot hocha la tête lentement, satisfait. Le silence, mon ami, est souvent la meilleure compagne de la vérité. Et puis, l'ombre me convient tant que les indices continuent à parler. Hastings observa Poirot s'élever lentement, se tenant droit, impeccable comme toujours. Dans la lumière des flammes, il semblait à la fois maître et spectateur, maître des faits et spectateur des conséquences humaines. Vous savez, Hastings, murmura Poirot en se levant, la véritable satisfaction, ce n'est pas seulement de résoudre le crime, c'est de voir la lumière de la vérité briller dans les yeux des innocents, et parfois dans les yeux des coupables, lorsqu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus fuir. Hastings hocha la tête, impressionné. Et maintenant, Poirot se tourna vers la fenêtre, regardant le brouillard se lever sur les jardins du manoir. Maintenant, mon ami, nous nous retirons, en laissant l'âme humaine reprendre son cours. Les leçons sont acquises, les secrets exposés. Mais souvenez-vous toujours, la vigilance, l'attention aux détails et la compréhension des motivations, voilà ce qui distingue le simple spectateur du véritable enquêteur. Un silence profond s'installa dans le salon. Même le feu semblait retenir son souffle. Poirot, enfin, fit un léger geste, salua d'un mouvement de tête et sortit lentement, laissant derrière lui une atmosphère de calme mêlée de respect, de réflexion et d'une fascination silencieuse pour le génie méthodique qui venait de dévoiler la vérité. Hastings le regarda partir et un frisson de gratitude et d'admiration lui parcourut l'échine. Il comprit, une fois de plus, que le vrai mystère n'était jamais seulement dans le crime, mais dans la manière dont l'esprit humain pouvait être observé, compris et finalement révélé. Chapitre 12. Les petits indices restants. Le matin suivant la grande révélation, Greylake Manor était étrangement silencieux. Le brouillard persistait à l'extérieur, glissant entre les arbres comme un voile feutré, et l'atmosphère à l'intérieur semblait lourde de secrets encore non résolus. Hastings suivait Poirot dans les couloirs du manoir, le détective belge marchant d'un pas lent et méthodique, comme s'il pesait chaque carreau du parquet sous ses pieds. « Hastings, dit Poirot d'une voix douce mais assurée, il reste toujours des détails, mon ami. Ces détails que nous avons peut-être négligés hier. Il parle, mais il faut savoir écouter. » Hastings hocha la tête. Chaque pas dans le manoir semblait résonner avec un écho de tension. Ils atteignirent le 3e étage, là où William Ravenscroft avait été retrouvé. Poirot s'arrêta devant la porte de l'étude et examina les charnières, les poignées et même le sol. « Voyez-vous, Hastings, dit-il en s'accroupissant pour observer la moquette. Ce n'est pas seulement ce que l'on voit qui compte, mais ce qui a été déplacé, ce qui a été touché et ce qui semble insignifiant. » Il sortit une loupe et examina le sol près du bureau. Un petit morceau de papier froissé attira son attention. « Ah, très bien, » murmura-t-il. Un fragment de papier que personne n'a remarqué. Hastings se pencha pour voir. « Ah, la continuité des gestes, même minime, même insignifiant, révèle le parcours du criminel. » Poirot sourit. « Très bien, Hastings. Chaque petit geste, chaque petit indice est un mot dans le langage silencieux du crime, et nous devons les lire tous, même les plus imperceptibles. » Ils continuèrent à parcourir l'étude. Poirot s'arrêta devant le portrait accroché au mur, celui qui donnait son nom à cette affaire, le portrait qui souriait la nuit. « Voyez-vous, Hastings, dit-il, ce portrait, apparemment innocent, a été déplacé, juste assez pour cacher un indice. L'œil que nous croyons banal, la position du cadre, tout est intentionnel. » Hastings observa attentivement et nota un léger écart entre le cadre et le mur. Poirot y glissa un doigt et fit tomber un petit objet métallique, une clé ancienne,
gravée de motifs délicats. La clé s'exclama Hastings. Mais à quoi sert-elle? Cette clé, Hastings. ouvre un compartiment dans le bureau, Un compartiment que William avait découvert récemment. Ce compartiment contenait des lettres. Des lettres qui expliquent pourquoi le meurtrier a agi si précipitamment et pourquoi il a utilisé le poison. Poirot observa Hastings avec une intensité tranquille. Voyez-vous, mon ami, tout est relié. La psychologie, les gestes, les indices matériels, et maintenant, la clé révèle une connexion finale. Celle qui nous permet de comprendre le plan complet du meurtrier. Hastings se pencha sur le sol, examinant le fragment de papier, la clé et les traces de terre, réalisant peu à peu la perfection méthodique du raisonnement de Poirot. « Et Eleanor Marsh ?» demanda Hastings. « Vous pensez qu'elle pourrait être impliquée dans quelque chose de plus subtil, n'est-ce pas ?» Poirot hocha lentement la tête. « Oui, il reste des secrets mineurs, des jalousies, des mensonges, des motivations cachées. Rien de criminel, mais suffisamment pour obscurcir la vérité si nous ne les mettons pas en lumière. » Hastings soupira. « Alors chaque détail compte vraiment, même les plus petits ?» Poirot sourit avec fierté. « Mon cher Hastings, le plus petit détail est souvent le plus éloquent. Et maintenant, nous allons découvrir ces derniers mensonges avant de procéder au piège final. » Il se redressa et, d'un geste fluide, se dirigea vers la bibliothèque, là où Eleanor Marsh semblait avoir passé la majeure partie de la journée, son regard fuyant chaque fois que Poirot passait devant elle. Hastings suivit, conscient que l'étau se resserrait et que les vérités finales allaient bientôt éclater. Chapitre 13. Les mensonges éclatent. La bibliothèque de Greylake Manor était plongée dans une pénombre feutrée uniquement, éclairée par la lueur vacillante d'une lampe sur le bureau. Les étagères massives regorgeaient de volumes anciens, dont la poussière et le cuir exhalaient une odeur de passé et de secret. Hastings, un peu hésitant, suivait Poirot, qui avançait avec sa démarche caractéristique, méthodique, presque cérémonieuse, chaque pas pesé comme s'il marchait sur des mots invisibles. Hastings, murmura Poirot. Le plus difficile n'est jamais de découvrir la vérité sur le crime principal, mais de dénouer les mensonges secondaires qui obscurcissent l'esprit des témoins. Hastings observa Eleanor Marsh, assise dans un coin, le regard fuyant derrière les vitres fumées de ses lunettes. Elle semblait vouloir se fondre dans les ombres de la pièce, mais Poirot ne lui laissait aucun échappatoire. « Mademoiselle Marsh, » commença Poirot d'une voix douce mais incisive, « j'aimerais vous poser quelques questions sur votre emploi du temps d'hier. » Eleanor sursauta légèrement, serrant un carnet contre elle. « Je vous ai déjà dit, » répondit-elle, évitante. « Oui, mais il semble que certains détails ne correspondent pas, » murmura Poirot en inclinant légèrement la tête. « Par exemple, vos allées et venues dans le couloir et du manoir. Qui avez-vous rencontré à 17h35 exactement ?» Eleanor pâlit. « Personne. Je marchais simplement pour m'aérer. » Poirot se pencha légèrement en avant, son regard perçant. « Ah, vraiment ?» Hastings remarquait le détail, les empreintes sur le tapis. Elles indiquent 2 passages. L'un rapide, l'autre hésitant. La vôtre, mademoiselle, était hésitante. Et l'autre, Eleanor déglutit, les mains tremblantes. Je ne sais pas, je n'ai rien vu. » Poirot hocha la tête, presque avec douceur. « Voyez-vous, Hastings, la peur et le mensonge se trahissent toujours. Les mots peuvent tromper. Mais les gestes et les traces matérielles, jamais. » Il s'approcha du bureau d'Eleanor et observa un carnet ouvert. « Ces notes, dit-il, sont très intéressantes. Vous avez pris soin d'écrire certaines choses pour créer un alibi. Des noms, des heures, des rendez-vous. Mais l'écriture trahit votre véritable pensée. » Hastings regarda les pages et nota les annotations soigneusement falsifiées, mais avec des erreurs de chronologie. « Alors, elle a menti pour protéger quelqu'un ou quelque chose, mais pas pour tuer, je suppose ?» demanda Hastings. « Exact, mon ami, » répondit Poirot. « Ce n'est pas un meurtre qu'elle a caché, mais un petit secret. Une jalousie, une rancune, une envie. La jalousie peut obscurcir l'esprit, mais elle ne justifie pas un crime mortel. » Éléonore finit par se laisser aller.
La voix tremblante. Très bien, j'avoue. Je savais que William avait des lettres et que certaines révéleraient la vérité sur certains héritages. Et j'ai essayé de protéger ma position dans la maison. Mais je n'ai jamais touché au poison. Poirot hocha la tête avec satisfaction. Voilà. Tout est clair. Votre mensonge était destiné à dissimuler une petite ambition, mais pas la vérité principale. La distinction est essentielle. Hastings soupira de soulagement. Mais Poirot n'avait pas terminé. Et maintenant, Hastings, dit-il en se tournant vers son ami, nous comprenons pourquoi le manoir semblait rempli de tensions invisibles. Ces petits mensonges, ces jalousies, ces rivalités. Ils brouillent l'esprit des témoins et peuvent conduire à des conclusions fausses si l'on n'observe pas attentivement. Poirot se tourna vers Elénore. Mademoiselle March, vous comprenez que vos intentions n'étaient pas criminelles, mais que vos gestes et vos omissions ont contribué à la confusion. Vous devez désormais collaborer pleinement pour que nous puissions comprendre tous les détails. Elénore acquiesça, les yeux brillants de larmes retenues. Oui, monsieur Poirot, je vous dirai tout ce que je sais. Poirot sourit légèrement. Très bien, Hastings. Voyez-vous, chaque secret révélé, chaque mensonge exposé rend le tableau plus clair. Et maintenant, il nous reste un élément essentiel, un objet déplacé, un geste insignifiant, mais décisif pour comprendre la finalité de l'empoisonnement et les intentions du meurtrier. Hastings sentit un frisson. Ils étaient sur le point de découvrir la clé finale du mystère. Le puzzle se rapprochait de sa solution, chaque pièce tombant en place avec une précision presque géométrique. Poirot ramassa son manteau et se tourna vers la porte. « Allons, Hastings. Nous avons encore un indice à examiner, et ce n'est pas n'importe lequel. Il s'agit du portrait. » Et avec ce dernier mouvement, ils quittèrent la bibliothèque, prêts à résoudre l'ultime subtilité de l'affaire. Chapitre 14. Une découverte cruciale, le crépuscule tombait sur Grey Lake Manor, et la lumière dorée filtrait à travers les lourds rideaux, jetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de portraits anciens. Poirot et Hastings se tenaient devant le fameux portrait qui donnait son nom à l'affaire, le portrait qui souriait la nuit. Il représentait un ancêtre de la famille Ravenscroft, un homme au sourire énigmatique, presque moqueur, dont les yeux semblaient suivre quiconque passait devant lui. Hastings frissonna légèrement. « Hastings, » murmura Poirot, « observez attentivement ce portrait. Ce sourire, ce n'est pas qu'une expression picturale. Chaque détail ici a été manipulé pour transmettre un message ou pour cacher un indice. » Hastings regarda le tableau, perplexe. « Mais Poirot, ce n'est qu'un portrait. »« Ah, mon ami, » dit Poirot avec un léger sourire, « vous sous-estimez la puissance du geste humain. Le meurtrier savait que nous serions distraits par le visage lui-même. Et pourtant, quelque chose a été déplacé, subtilement. » Poirot s'approcha du cadre, posant la main sur la partie inférieure. Il fit glisser légèrement le tableau vers le côté, révélant un petit compartiment encastré dans le mur, parfaitement dissimulé. À l'intérieur se trouvait une enveloppe cachetée portant le nom de William Ravenscroft. « Voilà, Hastings !» s'exclama Poirot. « Le véritable indice matériel, le contenu de cette enveloppe explique tout, la motivation, le moment précis et l'opportunité du meurtrier. » Hastings prit l'enveloppe avec précaution et l'ouvrit. Dedans se trouvait une lettre et un Petit objet métallique. La lettre révélait un secret familial ancien, un testament non enregistré et des instructions spécifiques concernant les héritages. Le petit objet métallique, quant à lui, était un stylet miniature utilisé pour manipuler subtilement certains documents sans laisser de traces visibles. Voilà, Hastings, expliqua Poirot, le cœur du mystère. Le meurtrier a profité de la distraction créée par Vivienne et Sir Benedict, et de l'ignorance de tous sur ce compartiment secret pour administrer le poison et créer une illusion de naturalité. Hastings sentit une montée d'excitation et de stupéfaction. C'est brillant, parfait dans sa conception, mais cruel. Le moindre faux pas aurait tout révélé. Poirot hocha la tête, le regard pénétrant. Exactement, mon ami. Et voyez ce détail, le stylet. Ce n'est pas seulement un outil. C'est un signe de préméditation et d'une attention à chaque geste. Le meurtrier savait exactement comment manipuler les documents et les indices pour créer de fausses pistes. Hastings examina le portrait une fois de plus. Et le sourire, tout ce temps, il détournait notre attention, murmura-t-il. Oui, Hastings,
Un sourire innocent pour masquer un acte calculé. L'art du crime, voyez-vous, ne consiste pas seulement à agir, mais à diriger l'attention, à manipuler les perceptions. Poirot se tourna vers Hastings avec un air grave, mais satisfait. Avec cette découverte, nous pouvons maintenant établir le plan exact du meurtrier et le moment précis de l'action. Chaque geste, chaque minute, tout concorde avec ce que nous avons observé. Et surtout, nous savons où poser le piège final. Hastings sentit son cœur battre plus vite. Tout prenait sens. Les détails s'imbriquaient avec une précision presque géométrique. Les indices matériels, les comportements, les mensonges révélés. Tout pointait vers une conclusion inévitable. Hastings, dit Poirot, prenez note, le portrait, l'enveloppe, le stylet, ce sont les pièces finales. Dès que nous confrontons le coupable, ces objets serviront de preuve irréfutable. La logique, la psychologie et la minutie des gestes. Voilà ce qui permet de résoudre ce crime. Hastings acquiesça, admiratif. Il comprit que le moment de la confrontation approchait et que la vérité allait bientôt éclater, de manière irrémédiable. Poirot recula d'un pas et observa le portrait une dernière fois, son regard brillant de satisfaction. « Mon cher Hastings, dit-il avec un léger sourire, tout est en place. Le piège est prêt. La scène est dressée pour que le coupable se trahisse et que la vérité, enfin, brille de tous ses feux. » Chapitre 15. L'alibi dévoilé. Le vent d'hiver soufflait à travers les branches des grands chênes entourant Grey Lake Manor, frappant doucement contre les fenêtres du manoir et ajoutant une atmosphère presque dramatique à l'intérieur. Hastings suivait Poirot dans le salon principal, où chaque meuble, chaque tableau, chaque tapis semblait retenir le poids des secrets encore non révélés. Hastings, dit Poirot en posant son regard sur les traces du parquet, l'examen des alibis est toujours une leçon de psychologie et de minutie. Les hommes et les femmes mentent souvent par instinct, mais jamais parfaitement. Il reste toujours un petit détail, un mot mal placé, un geste incongru. Hastings acquiesça, sentant l'excitation monter. Le détective belge se pencha sur une grande horloge de parquet et pointa les aiguilles. « Regardez ici, Hastings. L'heure exacte à laquelle William Ravenscroft a bu son thé et à laquelle le poison a commencé à agir est cruciale. Chaque suspect prétend avoir été ailleurs, mais aucun ne correspond parfaitement aux faits. » Poirot se tourna vers Lady Amalia. « Madame, rappelons-nous votre emploi du temps hier. De 17h30 à 17h50, vous disiez être dans le salon. Mais nous savons que vous avez été vu par Vivienne près de la bibliothèque à 17h42. Une petite contradiction, qui n'est pas une accusation, mais un indice. » Lady Amalia baissa les yeux, visiblement gênée. « Je voulais vérifier que personne n'ait touché le journal. » « Très bien, » dit Poirot calmement. « Vous vouliez protéger un secret, mais ce n'est pas vous qui avez administré le poison. » Il se tourna vers Sir Benedict. « Et vous, mon cher Sir Benedict, vous avez prétendu être dans la serre à 17h35. Or, nous savons que vos empreintes ont été relevées dans l'étude à 17h40. Une autre petite contradiction. » Sir Benedict pâlit, les mains crispées. « Oui, j'ai. Je voulais seulement déplacer certaines lettres pour protéger la réputation familiale, balbutia-t-il. Exact. Et cela explique votre présence. Mais encore une fois, pas le crime principal, Hastings. Voyez-vous la subtilité de la situation? Chaque mensonge, chaque alibi fragile, contribue à brouiller le tableau. Hastings se pencha sur la table où reposaient les fragments de papier et le stylet trouvés dans le portrait. Donc, Poirot, chaque alibi contient un petit écart, mais ces écarts servent à révéler le véritable coupable. Précisément, Hastings. Maintenant, examinons le cas de Vivienne. Vous souvenez-vous du moment où elle prétendait dessiner dans la galerie? Les croquis qu'elle a laissés indiquent exactement où elle a été à 17h42 et ils contredisent légèrement son récit verbal. Une observation fine, mais révélatrice. Hastings fronça les sourcils. C'est incroyable. Un simple croquis peut trahir quelqu'un. Poirot sourit légèrement. Le diable est dans les détails, mon ami. Le croquis, les mots, les gestes, tout trahit la vérité. Et maintenant, nous avons suffisamment d'informations pour confronter le coupable et observer ses réactions. Il fit un geste vers la grande cheminée. Hastings. Observez. Chaque suspect a créé un alibi,
Chacun a agi par peur ou par intérêt. Mais le meurtrier, lui, ne peut pas masquer l'influence de la peur sur son comportement. Les contradictions de ses alibis et la minutie de son plan, voilà la clé. Hastings sentit la tension monter. L'ombre de la confrontation finale planait sur le salon, chaque détail accumulé servant à piéger le coupable. Poirot ramassa le stylet et le fragment de papier, les examinant dans la lumière de la lampe. Avec ces éléments, Hastings, nous savons exactement où et comment le meurtrier a agi. Les alibis fragiles et les petits mensonges, tout converge vers la même personne. Hastings déglutit. Alors, le piège est prêt et il ne restera plus qu'à observer le moment où la vérité éclatera. Poirot acquiesça avec un sourire satisfait. Exactement, mon ami. Les préparatifs sont complets. Le moment venu, la psychologie du coupable fera le reste. Et lorsque la pression sera à son comble, tout sera révélé. Hastings observa Poirot d'un mélange d'admiration et d'excitation. Le plan du maître belge était parfait. Chaque détail, chaque contradiction, chaque geste minutieusement observé convergerait vers l'inévitable révélation finale. Chapitre 16. La confrontation. Le grand salon de Greylake Manor avait été préparé avec un soin presque cérémonial. Les rideaux tirés, les lampes allumées et les sièges disposés en demi-cercle autour de Poirot qui se tenait droit, immuable, au centre de la pièce. Hastings, installé légèrement sur le côté, observait chaque mouvement de son ami avec une fascination mêlée d'appréhension. L'air lui-même semblait chargé d'électricité. « Mes amis, dit Poirot d'une voix douce mais ferme, nous sommes réunis ici pour examiner la vérité. Chaque geste, chaque parole, chaque silence, tout sera pesé et examiné. » Les invités se regardèrent nerveusement. Même ceux qui pensaient être innocents ressentaient la tension oppressante dans la pièce. Poirot fixa chacun d'eux avec une intensité tranquille, ses yeux semblant pénétrer au plus profond de leur conscience. « Nous avons déjà révélé le déroulement général de l'affaire, » continua-t-il. « Mais il reste des détails subtils, des gestes infimes et des alibis fragiles à confronter. » Il se tourna vers Lady Amalia. « Madame, votre alibi pour hier soir contenait un léger écart. Vous avez dit être dans le salon, mais les empreintes et les observations nous indiquent que vous avez été près de la bibliothèque. Pouvez-vous expliquer cela ?» Lady Amalia baissa les yeux, visiblement gênée. « Je voulais simplement vérifier le journal. »« Très bien, » dit Poirot calmement. « Vous agissiez par précaution et non par malice. » Poirot fit un pas vers Sir Benedict. « Et vous, mon cher Sir Benedict, votre alibi dans la serre, nous savons que vos empreintes étaient dans l'étude à 17h40. Une petite contradiction. » Sir Benedict déglutit et pâlit. « Je voulais protéger certains documents de William. Rien de plus. »« Exact, » répondit Poirot. « Votre action était motivée par le secret familial, pas par le crime. » Poirot fit une pause et fixa maintenant Vivienne Marlowe. « Vous prétendiez être dans la galerie à dessiner, mais les croquis montrent votre position exacte, qui diffère légèrement de votre récit. Une observation fine, mais révélatrice. » Vivienne déglutit, consciente que Poirot connaissait chaque geste. « Oui, j'étais là, mais ce n'était pas pour tromper, juste pour vérifier. » Poirot hocha la tête avec un léger sourire. « Très bien. Maintenant, Hastings, nous allons observer l'effet de la pression sur le véritable coupable. Le piège est simple. En confrontant chaque mensonge, chaque alibi fragile et chaque geste suspect, nous allons provoquer l'aveu ou la panique qui révélera la vérité. » Il fit un geste vers l'enveloppe et le stylet trouvé dans le compartiment secret du portrait. Ces objets, mes amis, contiennent la clé de toute cette énigme. Ils révèlent la préméditation, le moment précis de l'action. Et les intentions du meurtrier. Et dans cette attente tendue, Hastings sut que le moment de la vérité était imminent. Le piège de Poirot était parfait. Et la confrontation finale ne serait pas seulement une révélation de faits, mais une exposition complète des émotions, des secrets et des fragilités humaines. Chapitre 17. La vérité éclate.
Le grand salon de Grey Lake Manor était suspendu à un silence quasi religieux. Chaque invité retenait son souffle, tandis qu'Hercule Poirot, impeccable et droit, se tenait au centre, les mains croisées derrière le dos. Hastings, assis légèrement sur le côté, observait avec un mélange d'admiration et de tension. Le moment tant attendu était arrivé. « Mes amis, commença Poirot d'une voix douce mais ferme. Nous avons exploré les alibis, examiné les indices, confronté les mensonges et observé les gestes. Il est maintenant temps de révéler la vérité telle qu'elle est, nette et complète. » Il se tourna lentement vers Lady Amalia. « Vous avez agi par peur et par précaution, mais jamais dans l'intention de nuire à William. Vos actions ont brouillé les pistes, mais ne sont pas responsables de sa mort. » Lady Amalia hocha la tête, le visage blême. Poirot fit ensuite quelques pas vers Sir Benedict. « Vous avez manipulé certaines lettres pour protéger la réputation familiale. Encore une fois, une action motivée par la peur et le secret, mais non par le crime. » Sir Benedict sembla soulagé, bien que nerveux. « Très bien, Hastings, » dit Poirot, en se tournant vers Vivienne Marlowe. « Observez. Maintenant la subtilité de la vérité. Vivienne, vos déplacements ont été observés, et vos croquis ont trahi vos mensonges involontaires. Vous n'êtes pas coupable du meurtre, mais vos actions ont été des pièces involontaires dans le puzzle. » Vivienne baissa les yeux, tremblante, mais acquiesça. Poirot prit alors une profonde inspiration, et son regard se fixa sur Lady Eleanor March. Et maintenant, la pièce manquante, celle qui semble la plus innocente, mais dont les gestes et les contradictions ont trahi l'intention. Hastings sentit la tension monter dans la pièce. Poirot s'approcha lentement d'Eleanor. « Mademoiselle March, vous pensiez que vos mensonges et vos déplacements subtils passeraient inaperçus. Vous avez été présent près de la bibliothèque à l'heure critique. Vous connaissiez le contenu du compartiment secret du portrait et vous saviez que William allait découvrir certains documents compromettants. » Eleanor pâlit, sentant que le filet se resserrait. « Mais je ne voulais pas. Je n'ai pas tué William. » balbutia-t-elle. Poirot hocha la tête, avec une précision calme. « Exact. Le meurtrier n'est pas celui que vous croyez. Vous n'avez fait qu'agir par curiosité et par peur. Le véritable coupable se trouvait ailleurs. » Tous les regards se tournèrent vers Sir Benedict et Lady Amalia, cherchant une confirmation. Poirot sourit légèrement et sortit l'enveloppe et le stylet du compartiment du portrait. « Voyez-vous, le meurtrier a agi avec une préméditation complète. Il a observé chaque geste, chaque alibi et a utilisé le poison dans le thé de William à 17h42. Le petit fragment de papier trouvé, le stylet et les indices de déplacement, tout correspond à la chronologie exacte. » Il fit une pause, laissant le suspense s'épaissir. « Mesdames et messieurs, le meurtrier n'est autre que Lady Amalia. » Oui, elle a agi par peur, la peur de la divulgation des lettres et du journal de William qui aurait détruit sa réputation et exposé des secrets familiaux. Elle a manipulé le poison, utilisé le thé comme vecteur et orchestré les gestes de distraction pour créer un alibi. Lady Amalia éclata en sanglots, incapable de nier plus longtemps. « Oui, je voulais juste protéger notre nom. Mais j'ai jamais voulu qu'il meure, » sanglota-t-elle. Poirot hocha la tête doucement. « Et c'est précisément cela, Hastings. Le crime, lorsqu'il est commis par peur ou par panique, révèle la complexité de l'âme humaine. Lady Amalia a agi méthodiquement, mais la psychologie trahit toujours l'intention. Les petits détails, les alibis fragiles, les gestes hésitants, tout a permis de découvrir la vérité. » Hastings sentit une vague de soulagement mêlée à de l'admiration. Tout s'emboîtait parfaitement. Les indices matériels, les alibis, les mensonges secondaires et les gestes psychologiques. Chaque élément, si minutieusement observé par Poirot, avait convergé vers la vérité. « Le meurtre est résolu, Hastings, » conclut Poirot. « Mais souvenez-vous, la justice n'est pas seulement dans la punition. Elle est dans la vérité. Et aujourd'hui, la vérité a triomphe. » Le silence retomba sur le salon, lourd et solennel. Lady Amalia était prise en charge, tandis que les autres invités restaient figés, réfléchissant à la complexité des motivations humaines et au génie méthodique de Poirot. Hastings observa le maître belge,
impressionné par la manière dont la logique, la psychologie et la minutie avaient permis de démêler un crime aussi parfaitement orchestré. Chapitre 18. L'épilogue et la réflexion finale. La nuit était tombée sur Grey Lake Manor, et la lumière froide de la lune baignait les jardins d'une lueur argentée. Le manoir, maintenant silencieux, portait encore l'écho des révélations de la journée. Hastings se tenait près de la fenêtre du salon, observant les ombres mouvantes des arbres, tandis que Poirot se tenait légèrement en retrait, le regard pensif, les mains croisées derrière le dos. « Hastings, dit Poirot, il y a dans chaque crime une leçon profonde sur la nature humaine. Le meurtre n'est jamais un acte isolé. Il est toujours entouré de motivation, de peur, de secrets et parfois de vanité. » Hastings acquiesça, encore impressionné par l'intensité des événements. « La vérité, Poirot, la vérité n'est-elle jamais simple ?» demanda-t-il. « Non, mon ami, » répondit Poirot avec un léger sourire. « La vérité est souvent complexe, tissée de fils invisibles que seul un observateur attentif et un esprit méthodique peuvent démêler. Chaque geste, chaque alibi, chaque mensonge, tout parle. Il suffit d'écouter. » Hastings regarda les jardins silencieux, réfléchissant aux mensonges, aux peurs et aux ambitions qui avaient conduit à la mort tragique de William Ravenscroft. « Et Lady Amalia, dit-il doucement, pensez-vous que la peur ait suffi à justifier ce qu'elle a fait ?» Poirot secoua légèrement la tête. La peur explique l'action, Hastings, mais elle ne la justifie pas. Elle révèle simplement la fragilité humaine. La culpabilité n'est pas effacée par l'intention ou la nécessité. Elle demeure, comme un poids que chacun doit porter. Il fit quelques pas vers la cheminée, les yeux fixés sur le feu, réfléchissant à la complexité des âmes humaines. « Et pourtant, Hastings, conclut-il, ce qui est fascinant, c'est que même dans le crime le plus méthodiquement orchestré, la psychologie trahit toujours la vérité. Les gestes, les mots, les hésitations, rien ne peut être parfaitement dissimulé. C'est là que réside le génie de l'observation et de la logique. » Hastings sourit avec respect, conscient que ce qu'il avait appris en suivant Poirot dépassait la simple résolution d'un meurtre. « Et nous, Poirot, murmura-t-il, nous n'agissons jamais pour punir, mais pour révéler la vérité. » Exactement, Hastings. Notre rôle n'est pas de juger, mais de montrer le chemin vers la lumière de la vérité. La justice, mon ami, naît de la révélation, pas de l'ombre. Poirot se tourna vers la fenêtre et observa le manoir, maintenant paisible. Grey Lake Manor reprendra son souffle, Hastings. Les secrets ont été exposés, les mensonges dévoilés, et la vérité éclaire désormais chaque coin de cette maison. Hastings inspira profondément, ressentant le poids des émotions et la clarté que la vérité apportait. « Et demain, Poirot ? » ?»« Demain, Hastings, » dit Poirot en esquissant un sourire énigmatique. « Le monde continuera, les hommes continueront à agir par peur, par amour, par jalousie. Mais nous, mon ami, nous resterons attentifs, car là où la vérité est dissimulée, là aussi réside notre rôle. » Le silence retomba, cette fois plein de sérénité. Les flammes dans la cheminée dansaient doucement, reflétant sur les visages fatigués mais soulagés des habitants du manoir. Hastings regarda Poirot, admirant la maîtrise tranquille de son ami belge, et comprit une fois de plus que la résolution d'un crime était moins un acte de violence que l'art de la réflexion, de l'observation et de la compréhension humaine. La nuit avançait. Grey Lake Manor, enveloppé dans son calme retrouvé, semblait respirer pour la première fois depuis des jours. Et Poirot, maître de la logique et de la psychologie humaine, se retira dans l'ombre avec son éternel sourire, laissant derrière lui la tête de la vérité enfin révélée.